le dépôt pendant que nous parlons. Toutes les accusations ont été retirées, et nous vous serions profondément reconnaissants si vous pouviez garder le silence à ce sujet. Non, capitaine Russell, je ne le ferai pas. Eleanor se leva avec détermination. Malgré sa taille de seulement 1,62 mètres, sa présence emplit la pièce. Je veux que le processus de réservation formelle soit complété, déclara-t-elle clairement. Je veux que chaque formulaire soit présenté, chaque étape documentée, et je veux des rapports des officiers. Écrits et présentés, je veux que le dossier montre exactement ce qui s'est passé ici. Mais, juge Washington, nous pouvons sûrement gérer cela avec plus de discrétion, murmura Russell. Il n'y aura rien de discret à ce sujet, répliqua la capitaine Eleanor, sa voix chargée du poids de décennies dans les tribunaux. J'exige également que toutes les images de la caméra corporelle soient conservées, y compris celles de l'officier Miller, des officiers d'enregistrement et de toute personne qui a interagi avec moi. Le sourire professionnel du capitaine Russell vacilla. Certaines de ces images peuvent avoir été corrompues lors du téléchargement en raison de problèmes techniques, indiqua-t-il avec embarras. Comme c'est pratique, commenta Eleanor avec sarcasme. Alors j'espère que les images des caméras de sécurité de la station seront conservées. Et j'ai remarqué des caméras à l'intersection où ils m'ont arrêté. Celle-là aussi, juge Washington, insista Russell, baissant la voix de manière conspiratrice. Je comprends que tu sois contrarié, mais ce qu'ils découvrirent ensuite changerait tout. Je vais bien, merci. Merci, répondit-elle prudemment, se sentant vulnérable. Si c'était une autre forme d'humiliation, le jeune officier Rodriguez, selon son insigne, regarda autour de lui avec détermination. Il lui tendit un gobelet en papier d'eau et 2 aspirines. Pour la migraine, chuchota-t-il. Je suis désolé pour tout ça. Je sais qui tu es, dit-il. Alors pourquoi? Demanda Eleanor, cherchant à comprendre. Ton oncle travaille au tribunal fédéral, l'interrompit doucement Rodriguez. Je t'ai reconnu sur ces photos. Je l'ai appelé et je lui ai raconté ce qui s'est passé. De l'aide arrive, maman, tiens bon. Avant qu'Eleanor ne puisse le remercier, Rodriguez se hâta de partir, la laissant avec le premier rayon d'espoir depuis le début de ce cauchemar. Que ferais-tu à sa place? Arrêté injustement et humilié comme le juge Washington. Commente avec le numéro 1 si tu penses que les officiers devraient être licenciés immédiatement ou avec le numéro 2 si tu penses que tout le système a besoin d'une réforme. N'oublie pas de liker cette vidéo si cette injustice flagrante te surprend et de t'abonner pour suivre la lutte d'Eleanor pour la dignité. La mystérieuse appel du officier Rodriguez apportera-t-elle l'aide dont elle a désespérément besoin, ou le département corrompu la fera taire avant que la justice ne puisse intervenir? L'air de détention éclata en chaos peu après 8 heures du matin. Eleanor, qui avait à peine dormi pendant sa nuit de détention, se réveilla en sursaut au son des arbres. Parmi les voix et les pas pressés, elle se leva. Elle pria, faisant une grimace de douleur. As-tu déjà eu l'impression que le système était contre toi? Imagine être arrêté pour quelque chose que tu considères vital pour ta santé. Eleanor l'a vécu de plein fouet lorsqu'elle a été arrêtée pour contrebande, laissant tomber les pilules dans un sac d'épreuves. L'officier Jenkins, avec un froid évident, lui a dit qu'elle aurait dû réfléchir aux conséquences avant de violer la loi, la conduisant dans une cellule de détention. Là, Eleanor s'est retrouvée entourée d'autres détenus, pour la plupart des personnes noires et brunes. Un jeune noir avec un œil gonflé était assis dans un coin, tandis qu'une vieille hispanique pleurait silencieusement sur le banc en face. Impuissante, Eleanor a observé comment les détenus blancs étaient traités plus rapidement, avec moins de moquerie et plus d'humanité. Lorsqu'elle a enfin pu passer un appel téléphonique, elle a demandé à parler au président de la Cour suprême Parker. Mais l'officier qui surveillait le téléphone a ri discrètement et, juste au moment où la sonnerie a commencé, il a appuyé sur le bouton de déconnexion. Oups, dit-il avec un faux regret, il semble que tu sois à court de temps. Les heures semblaient interminables. Eleanor a observé comment les détenus entraient et sortaient, tandis que ses documents disparaissaient dans un limbe administratif. En demandant des nouvelles de son affaire, le sergent d'accueil a affirmé que sa documentation avait été égarée. Depuis sa cellule, Eleanor a été témoin de comment un jeune noir dans la zone semblait faire face. Une situation similaire. Mais ce qui s'est passé ensuite serait encore plus choquant. Le sang jaillit de la plaie avec une férocité implacable. Miller l'annonça à voix haute, comme si son audience invisible avait besoin de le savoir. Un passant, furieux, filma la scène tout en essayant d'attaquer un officier, son visage couvert de sang et sa vision de plus en plus floue. Eleanor Washington, juge associée de la Cour suprême des États-Unis, fut violemment jetée contre le dos d'un policier. Sa longue carrière au service de la justice semblait insignifiante face aux préjugés d'un officier. L'odeur de sueur, de désinfectant et de désespoir imprégnait la salle d'admission du poste de police du comté de Randall.
Elena Nena était assise droite sur le banc en métal, malgré la douleur aiguë à sa tempe et la pression sur ses poignets. Le sang s'était séché sur le côté de son visage, formant une croûte sombre qui tirait sur sa peau. Lorsqu'elle demanda des soins médicaux, le sergent d'accueil éclata d'un rire méprisant. « Le médecin s'occupera de toi quand il arrivera, dit-il sans détourner le regard de son ordinateur. Il y a plein de vrais criminels avant toi dans la file d'attente. » Eleanor avait été photographiée, fichée et traitée comme une criminelle ordinaire. L'humiliation brûlait plus intensément que ses blessures physiques. Dans sa carrière, elle avait visité de nombreux centres de détention et avait toujours été traitée avec le respect que sa position exigeait. Maintenant, elle vivait. Elle avait toujours combattu le système de l'autre côté. Mais ce qu'elle découvrirait par la suite changerait tout. Jusqu'où va la justice quand le système est contre elle? La juge Elena Washington, 78 ans, serre fermement le volant pendant que le sang coule sur sa tempe, blessure infligée par l'officier Blake. La canne de Miller a disparu il y a quelques instants, et elle regarde à travers le pare-brise fissuré pendant qu'il parle à la radio, ignorant sa véritable identité. Une douleur lancinante lui serre les poignets, là où les menottes coupent sa peau sombre lors de ce prétendu contrôle routier de routine. L'incident de Bakersfield, qui a dégénéré en violence, a non seulement brisé la vitre de sa voiture, il a ouvert une brèche dans des décennies de brutalité systémique. L'injustice au sein du département de police du comté de Randall reste encore inaperçue, comme une tempête silencieuse. La justice sera-t-elle rendue quand la balance est si déséquilibrée? Avant de plonger dans cette histoire poignante et vraie, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Et si vous croyez en l'égalité de justice pour tous, peu importe la race ou l'âge, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. L'épisode spécial de demain révélera ce qui se passe quand ceux qui ont promis de défendre la loi deviennent eux-mêmes des contrevenants. Les mains tremblantes, Elena Washington ajuste son rétroviseur en retournant sur la route familière depuis le cimetière d'Oakwood. Aujourd'hui marque les 47 ans depuis son mariage avec Ann Thomas, et 23 ans depuis qu'elle l'a perdu. Les roses fraîches qu'elle a laissées sur sa tombe, un souvenir persistant de réconfort et de douleur. Mais ce qu'elle a découvert ensuite l'a laissé sans voix. As-tu déjà été dans un endroit où la justice semblait avoir disparu? En quelques secondes, l'arrestation d'Elena Nena s'est transformée en un tourbillon de droits bafoués. 2 agents ont fait irruption dans sa cellule avec des matraques, et l'écho des coups et des cris de douleur a rempli l'air. « Arrêtez ça immédiatement !» a crié Elena Nena, mais ce qu'elle a vu était la brutalité policière. Un officier qui passait s'est arrêté, l'observant avec dédain. « Continue de parler, grand-mère. Regarde où cela te mène, a-t-il dit, alors que l'après-midi se transformait en nuit. Elena Nena a senti sa santé se détériorer sans ses médicaments. Sa tension artérielle montait dangereusement, des vertiges la frappaient, et sa vision devenait floue. Lorsqu'elle a mentionné ses symptômes, un jeune hispanique l'a ignoré. Il a chuchoté, « N'es-tu pas la juge récemment nommée à la Cour suprême ?» Mais avant qu'Elena Nena ne puisse répondre, l'officier Miller est apparu, pointant l'homme du doigt avec sévérité. « Ne parle pas aux prisonniers à moins que tu ne veuilles des ennuis. » L'homme s'est immédiatement tu, mais la reconnaissance dans ses yeux a donné à Elena Nena une étincelle éphémère d'espoir. À mesure que la nuit avançait, l'inconfort d'Elena Nena augmentait. Le banc ne soutenait pas son dos vieilli et les lumières fluorescentes brillaient sans relâche. Elle a fermé les yeux, essayant de se recentrer sur elle-même, quand une voix douce a rompu l'obscurité. « Madame, ça va ?» Elena Nena ouvrit les yeux et vit un jeune officier, fraîchement sorti de l'académie à en juger par son apparence. Contrairement aux autres, son expression reflétait une inquiétude sincère, plus que du dédain. As-tu déjà imaginé ce que ça fait d'avoir toute une vie de lutte reflétée en un seul instant? Alors qu'elle conduisait sa sobre berline Lincoln à travers les banlieues de Bakersfield, Elena Nena, à 78 ans, conservait la majestueuse prestance de celle qui a vu l'histoire se dérouler sous ses propres yeux. Élevée dans un Mississippi ségrégué, elle avait manifesté aux côtés de leaders des droits civiques et s'était battue pour l'équité devant les tribunaux, à une époque où les avocates étaient rares. Finalement, elle était devenue la première juge noire de sa juridiction. Sa récente nomination à la Cour suprême était le sommet d'une vie dédiée à combattre l'injustice. Soudain, des lumières rouges et bleues clignotantes dans le rétroviseur la ramenèrent au présent. Eleanor regarda son compteur de vitesse. Elle était pile à la limite autorisée. Avec précaution, elle fit signe et s'arrêta. Se remémorant les dernières minutes de son trajet, elle n'avait pas brûlé de feu rouge ni ignoré de panneau d'arrêt. Sa plaque d'immatriculation et son assurance étaient en règle. Elena Nena abaissa la vitre et posa ses 2 mains sur le volant. Les leçons d'une vie entière en tant que personne noire aux États-Unis ne la quittaient jamais, même dans son prestigieux poste. Le officiel Blake Miller s'approcha, la main reposant sur son étui et des lunettes de soleil miroir cachant ses yeux,
malgré l'heure avancée de l'après-midi. Il était jeune, peut-être d'environ 30 ans, avec des cheveux blonds très courts et un physique qui indiquait de nombreuses heures passées à la salle de sport. Permis et immatriculation, mamie, aboya-t-il sans préambule. Eleanor maintint son calme. Bonsoir, officier, puis-je? Mais ce qui se produisit ensuite la laissa sans voix. As-tu déjà pensé à ce qui se passe lorsque quelqu'un abuse de son pouvoir? Eleanor se confronta à cette question lorsqu'elle demanda fermement. Serait-ce un traitement acceptable pour vous, peu importe qui est la personne impliquée? Avant que Russell puisse articuler une réponse, l'officier Miller fut escorté par 2 supérieurs. Son arrogance habituelle avait été remplacée par une inquiétude palpable. Officier Miller, vous êtes suspendu immédiatement le temps d'une enquête, proclama le capitaine Russell. Remettez votre insigne et votre arme avant de quitter le bâtiment. Le visage de Miller se transforma en une expression d'incrédulité. Pourquoi? Demanda-t-il, stupéfait. Pour avoir arrêté une femme qui a ignoré un panneau d'arrêt et s'est rebellée. Russell baissa la voix, presque en chuchotant, pour avoir arrêté et agressé une juge associée de la Cour suprême. Les yeux de Miller s'ouvrirent grands en comprenant enfin la gravité de ses actes. Cela ne peut pas être vrai. Elle devait mentir. L'identité de la personne ne change rien à la loi, officier, répondit froidement Russell. Le juge Washington a été vérifié par le président de la Cour en personne, déclara Russell. Maintenant, s'il vous plaît, retirez-vous. Pendant qu'ils emmenaient Miller, un paramédical s'est précipité pour s'occuper d'Eleanor. Ils ont nettoyé sa blessure à la tempe et lui ont appliqué un bandage tout en contrôlant sa tension artérielle. Les niveaux de son médicament prescrit étaient dangereusement élevés, mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement. Le capitaine Russell continua calmement. Nous avons tout organisé pour assurer la libération immédiate de la juge Washington et une escorte policière l'accompagnera jusqu'à sa résidence. Son véhicule est en train d'être récupéré immédiatement. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passe lorsque la justice est confrontée à l'injustice? La juge Elena Washington, avec des décennies d'expérience juridique, s'est retrouvée dans une situation qui mettrait à l'épreuve son intégrité. Miller l'a ignorée, passant brusquement à côté d'elle tout en inspectant sa voiture. C'est inapproprié, a observé Elena, mais elle a cédé pour éviter un conflit plus important. Ma pièce d'identité est dans mon sac sur le siège passager, a-t-elle indiqué, sûre de prouver son identité. Miller a marmonné avec dédain, bien sûr, tout en fouillant dans le sac, sortant le portefeuille et la carte d'identité judiciaire. En l'examinant, il a souri suffisamment. Joli faux badge, ça ajoute à se faire passer pour un fonctionnaire fédéral à vos charges. Ce n'est pas faux, a répondu Elena avec une indignation croissante. Vous pouvez appeler le tribunal fédéral pour vérifier mon identité. Ta gueule, cracha Miller en sortant les menottes brusquement. Tu es en état d'arrestation pour résistance à un officier et possession de faux documents gouvernementaux. L'accusation était absurde, et Elena protesta, consciente de n'avoir rien fait de mal. Miller la saisit fermement, plaçant les menottes avec une pression qui fit gémir Elena en sentant le métal s'enfoncer dans sa peau. De l'autre côté de la rue, une jeune femme s'arrêta et commença à filmer avec son téléphone. Officier, vous commettez une grave erreur, déclara Elena d'une voix tendue mais digne. Je t'ai dit de te taire, rit Miller en cherchant sa matraque. Lorsqu'Elena ouvrit de nouveau la bouche pour parler, il la frappa violemment à la tempe, la faisant chanceler contre la voiture. Jusqu'où l'injustice peut-elle aller avant que la vérité ne soit révélée? La réponse pourrait te surprendre. As-tu déjà eu l'impression d'être piégé dans un cauchemar dont tu ne peux t'échapper? C'est exactement ce qui est arrivé à Elena Washington, qui prétendait être juge associée à la Cour suprême des États-Unis. Mais ce qu'elle découvrit par la suite la laissa sans voix. Salut Johnny, viens voir Sir Good Marshall. La voix de l'officier Miller résonna avec un ton moqueur, attirant l'attention de ses collègues qui se rassemblèrent autour du comptoir des réservations. Grand-mère, dit l'un avec un sourire malicieux. Elena, avec dignité et fermeté, insista. Je suis la juge associée Elena Washington de la Cour suprême des États-Unis. Cour suprême des États-Unis? L'incrédulité des officiers se transforma en rire, tandis que l'un d'eux, imposant avec une épaisse moustache, se penche vers elle, chuchotant. Écoutez, madame, l'acte fou ne fonctionne pas. Laissez-la partir, suggéra un autre officier, laissant entendre qu'elle avait peut-être échappé à l'unité psychiatrique de l'hôpital général du comté. Mais ce qui allait se produire allait la faire douter de sa propre réalité. L'officier Miller revint avec une combinaison orange délavée dans la main. Il est temps de vous changer, votre honneur, se moqua-t-il, en lui lançant l'uniforme. Je n'ai été condamné pour aucun crime, protesta Elena. Je ne mettrai pas l'uniforme de prison. Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Miller fit un signe à l'officier Jenkins, aidez notre distingué invité à enfiler sa nouvelle tenue.
Malgré ses protestations véhémentes, Elena fut escortée jusqu'à une salle de bain et forcée d'enfiler la combinaison ample et négligée, une humiliation pour une femme qui avait passé sa vie vêtue de toge et de costumes judiciaires sur mesure. L'indignité suprême survint lorsqu'elle tenta de conserver son médicament prescrit pour l'hypertension, et l'officier Jenkins le lui confisqua. Mais que pouvait-il encore lui enlever? Si vous décidez de faire monter les enchères, vous pourriez déclencher des problèmes pour tous les impliqués. Pourrions-nous négocier un quelconque accord? Eleanor le regarda d'un œil perçant qui avait fait vaciller d'innombrables avocats par le passé. Sur l'estrade. Essayez-vous de soudoyer un juge fédéral? Demanda-t-elle d'une voix ferme. Russell pâlit. Non, bien sûr que non, je voulais juste dire. Laissez-moi être clair, l'interrompit Eleanor avec détermination. Ce qui m'est arrivé hier est ce que vivent quotidiennement les citoyens de couleur dans tout le pays. La différence, c'est que j'ai le pouvoir et la plateforme pour agir, et je compte bien m'en servir. La salle tomba dans un silence complet alors que tous les officiers et le personnel observaient le face-à-face tendu. Cela va au-delà de la mauvaise conduite d'un officier, continua Eleanor. Il s'agit d'une culture qui lui a permis d'agir avec l'apparente certitude qu'il n'y aurait pas de conséquences. Il s'agit de chaque officier qui a été témoin de mon traitement et n'a rien fait. Il s'agit de la déshumanisation systématique des personnes de couleur par ceux qui ont juré de les protéger et de les servir. La façade d'un prétendu repentir de Russell se fissura, révélant une lueur du même mépris que Miller avait montré. Avec tout le respect que je vous dois, juge Washington, je pense que vous exagérez face à un incident malheureux, dit-il. Eleanor esquissa un léger sourire. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, je ne pense pas que j'en ai fini. Des sources confidentielles du département affirmaient qu'Eleanor avait été confrontante et menaçante lors de l'arrestation routière. Ils ont mentionné ses anciennes infractions mineures, comme une amende de stationnement il y a 3 ans et une plaque d'immatriculation expirée il y a une décennie, comme si cela justifiait son traitement. Son téléphone sonnait sans arrêt. Des collègues, des amis, des journalistes. Certains appels étaient juste du silence ou une respiration saccadée avant de raccrocher. Le journal local diffusait un segment avec le syndicat de la police concernant l'officier Miller. Le représentant a déclaré que l'officier Miller avait servi la communauté avec distinction pendant 8 ans. Il a affirmé qu'ils avaient suivi la procédure correcte avec un conducteur qui ne coopérait pas, qui avait ignoré un feu rouge et refusé de se conformer aux ordres légaux. Lorsque le journaliste a demandé des informations sur les blessures d'Elena, le représentant a répondu. La juge Washington a malheureusement perdu l'équilibre lors de la procédure d'arrestation standard. Miller lui a apporté une assistance immédiate. C'est un mensonge absolu, a déclaré Eleanor à la télévision. Les preuves vidéo le montreraient si elles existaient encore. Michael, qui avait passé des appels à ses contacts, est entré avec une expression solennelle. Les images de la caméra corporelle de l'officier Miller ont été déclarées corrompues lors du transfert, a-t-il affirmé. Ce qu'ils ont découvert par la suite allait tout changer. Les lèvres d'Elena se sont serrées, mais sa détermination n'a fait que s'intensifier. As-tu déjà eu l'impression d'être piégé dans un réseau de secrets et de manipulation? Le passant qui a capturé l'incident avec son téléphone portable a été visité par la police, qui lui a recommandé de supprimer la vidéo pour éviter des complications juridiques. La main d'Eleanor s'est accrochée fermement à sa tasse de thé. L'intimidation. Interrogatoire de témoins, pensa-t-elle. Note-le sur la liste. À midi, les nouvelles locales prirent un tournant plus sombre. Un médecin, qui n'avait jamais évalué Eleanor, laissa entendre que son grand âge avait peut-être altéré sa perception des faits. Un autre segment se demanda si le traumatisme générationnel l'avait conduite à mal interpréter les procédures standards de l'officier Miller. Ils essaient de me dépeindre comme hystérique ou paranoïaque, réfléchit Eleanor, sa voix ferme malgré le profond manque de respect. C'est une tactique courante lorsqu'ils font face à un accusateur qu'ils ne peuvent pas facilement discréditer. Michael lui montra sa tablette, où un blog de droite avait publié un article intitulé « Histoire des décisions radicales du juge activiste Washington ». Le texte déformait son parcours dans les affaires de droit civil, la décrivant comme une défenseur constante des protections constitutionnelles contre l'extrémisme. Le capitaine Russell a été occupé, commenta Eleanor, soulignant que ce niveau de réponse coordonnée indiquait qu'ils étaient vraiment inquiets. Soudain, son téléphone fixe sonna. L'un des rares numéros qui n'était pas public. La fatigue l'enveloppait, ses muscles endoloris par l'épreuve physique intense et le manque de repos. Elle dormait, mais une partie d'elle se sentait réconfortée par le peu d'attention qu'elle avait toujours reçu. On disait que c'était le meilleur désinfectant pour la corruption de l'injustice. En elle, Eleanor se laissa tomber reconnaissante et, dans son fauteuil préféré pendant que Michael préparait du thé.
Sa maison débordait de livres et les souvenirs d'une longue carrière dans le droit avaient toujours été son refuge, maintenant plus que jamais. Elle se sentait comme l'œil d'une tempête imminente. Le président de la Cour suprême rappela Michael, qui lui remit une tasse fumante, furieux du traitement qu'il lui avait réservé. Eleanor prit une gorgée, laissant la chaleur l'apaiser. Son soutien serait vital pour ce qui allait arriver, quelque chose qui promettait d'être un défi monumental. Michael demanda, bien qu'il connût déjà sa réponse après tant d'années à travailler ensemble. La juge Eleanor affirma qu'elle le ferait non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été soumis à ce genre de traitement sans avoir une voix suffisamment puissante pour y faire face. Michael acquiesça, mais son visage reflétait de l'inquiétude. Ce ne sera pas facile, ils résisteront. Eleanor n'avait aucune idée de la prophétie de ces paroles ni de la rapidité avec laquelle le récit changerait. Le lendemain matin, Michael lui montra le journal local. Le titre disait « La juge de la Cour suprême dénonce la brutalité policière ». Il citait l'impeccable dossier de l'agent, mais comment cette histoire se déroulerait-elle? Après plusieurs minutes tendues dans la pénombre, Eleanor Washington fit face à une vérité inévitable. Ce n'était plus seulement une quête de justice, mais une bataille pour la survie. C'était devenu une confrontation contre des forces déterminées à utiliser toutes les tactiques pour protéger leur pouvoir et leurs privilèges. Ils étaient passés du harcèlement institutionnel aux menaces personnelles. Cependant, face à cette intimidation, Elena ressentit une étrange sérénité. Tout au long de sa vie, des écoles ségrégées de son enfance au majestueux salon de la Cour suprême, elle n'avait jamais reculé dans sa lutte contre l'injustice, et elle ne commencerait pas maintenant, même lorsque sa situation personnelle devenait plus dangereuse. Avez-vous déjà été témoin de figures d'autorité abusant de leur pouvoir? Commentez le numéro 1 si vous avez observé des représailles contre ceux qui défient le pouvoir, ou le numéro 2 si vous pensez que les attaques coordonnées du département de police contre le juge Washington franchissent la ligne vers un territoire criminel. Aimez cette vidéo si vous êtes impressionné par le courage d'Elena face à une intimidation aussi extrême et abonnez-vous pour découvrir comment elle construit son dossier contre un système déterminé à étouffer sa détermination. Le soutien du gouverneur Chen sera-t-il suffisant pour protéger Elena ou les tactiques de plus en plus dangereuses du département mettront-elles sa vie en danger avant que justice ne soit rendue? La lumière du matin traverse les rideaux d'Elena, illuminant la poussière dans l'air. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier était contre vous? C'est ainsi qu'Elena se sentait en entendant la voix inimitable d'Arié Chen. C'est scandaleux, s'exclama le gouverneur sans détour. Je te connais depuis 2 décennies, que puis-je faire? Elena ressentit. Une vague de gratitude l'envahit en ayant comme allié l'officier le plus influent de l'État. Ce n'était pas peu dire. Merci, Harriet, pour le moment ton soutien public signifie énormément. Tu l'as, assura le gouverneur Chen. J'ai ordonné au procureur général de l'État de surveiller la situation de près, au cas où quelque chose se produirait. Le département pense pouvoir dissimuler cela, mais il se trompe gravement. L'appel redonna du courage à Elena, mais le soulagement fut de courte durée. Cette nuit-là, Michael découvrit que quelqu'un avait accédé aux documents de la boîte mail privée d'Elena liés aux affaires actuelles de la Cour suprême. Cela va au-delà des représailles, dit Michael, horrifié. C'est un acte criminel aux implications pour la sécurité nationale. Eleanor contacta immédiatement l'équipe de sécurité de la Cour suprême. Puis elle appela le FBI. La situation avait dépassé la simple mauvaise conduite de la police locale. En attendant l'arrivée des agents fédéraux, la sonnette de la maison retentit soudainement. Michael vérifia la caméra de sécurité et vit un jeune homme en uniforme de livreur tenant un colis. « Je n'ai rien commandé, déclara Eleanor, pleine de méfiance. Michael demanda au livreur de laisser le colis sur le porche, et ce n'est qu'après le départ du livreur. « As-tu déjà pensé à ce qui se passe lorsque le système judiciaire chancelle ?» À l'extérieur de la station, les éclats des caméras illuminaient la nuit tandis que les fourgons d'actualité débarquaient. Et l'histoire se propageait comme un incendie incontrôlable. Un juge de la Cour suprême avait été arrêté et agressé par un groupe local. La nouvelle plongea le pays dans un état de choc. L'officier Eleanor observait les médias agglutinés à travers les fenêtres, aux côtés du capitaine Russell, dont l'expression se durcit en comprenant l'ampleur du chaos. Lorsque le juge Washington réalisa que la situation lui échappait, il savait qu'il n'y avait qu'une seule voie à suivre. Ils mèneront à bien le processus de réservation tel que stipulé et conserveront toutes les preuves disponibles, bien qu'il soit crucial de comprendre que les actions de l'officier Miller ne reflètent pas entièrement notre département, expliqua-t-il. Eleanor Washington, assise à nouveau sur le banc, rayonnait d'une sérénité imperturbable. Nous étions sur le point de découvrir la vérité. Au crépuscule, Eleanor retourna dans sa modeste maison coloniale du quartier historique de Bakersfield. Les médias, qui l'avaient suivi depuis le poste de police,
campait sur le trottoir, juste à la limite de sa propriété. Les flashs des caméras déchiraient l'obscurité comme des éclairs, tandis qu'elle avançait sur le chemin, aidée par Michael Chen, son ancien assistant juridique et fidèle ami. Ceux qui sont venus immédiatement lorsque la nouvelle a éclaté, ce sont comme des vautours, murmura Michael, la guidant au-delà des questions qui fusaient à voix haute. Eleanor était sur le point de faire face à l'inévitable. Avec raideur dans ses articulations et une percie. Sentant le battement dans sa tempe, elle observait à travers la paroi de verre. Elle voyait les officiers courir, leurs visages reflétant l'étonnement et l'inquiétude. Un mélange de perplexité et d'alarme avait transformé le sergent de réception, qui la veille au soir avait été si méprisant. Le voilà maintenant au téléphone, le visage pâle, la regardant avec une terreur croissante. Le capitaine David Russell fit irruption par la porte principale, boutonnant encore sa veste d'uniforme comme s'il s'était habillé à la hâte. C'était un homme imposant, aux cheveux poivre et sel et à la confiance de quelqu'un habitué au commandement, le regard fixé sur elle. Sans perdre un instant, il ordonna d'ouvrir immédiatement la cellule d'Elelanena. « Ouvre-la maintenant », exigea-t-il fermement. La serrure électronique émit un bourdonnement et la porte s'ouvrit. Le capitaine Russell s'approcha d'Elelanena avec une attitude complètement différente de celle de tout autre officier qu'elle avait connu. « Le juge Washington, dit-il d'une voix empreinte d'une déférence inattendue. Je ne peux pas assez exprimer la profondeur de notre regret pour ce malentendu. » Elelanena resta assise avec une posture majestueuse, malgré sa combinaison orange et le sang séché. « Est-ce un malentendu, capitaine, ou est-ce une procédure standard dans votre département d'agresser les citoyens, d'ignorer leurs droits et de leur refuser des soins médicaux ?» Russell continua, « De plus, une terrible erreur a été commise. Le juge Parker vient d'appeler directement notre stati. La imagène granulée montrait clairement la voiture d'Elelanena s'approchant, s'arrêtant complètement à l'intersection avant de continuer légalement. La voiture de patrouille de l'agent Miller était postée juste après l'intersection, prête à la suivre. Il avait Elelanena dans son viseur, qui observait tristement, attendant un conducteur noir qui traversait son territoire. Sa prochaine tâche était de documenter les blessures d'Elelanena, bien que l'hôpital ait déjà traité ses blessures. Michael avait remarqué que le rapport médical semblait manipulé, décrivant sa blessure à la tête comme une petite abrasion, malgré le besoin de 3 points de suture. Ils ont organisé un examen médical indépendant qui a correctement documenté le coup de matraque, conforme à un traumatisme contondant significatif, au lieu d'un accident lors d'une arrestation standard, comme le prétendait le rapport de police. En examinant les dossiers publics, Michael a fait une découverte cruciale. « Elelanena, regarde ça, dit-il, en tournant son ordinateur portable vers elle. Miller avait été impliqué dans 3 plaintes précédentes pour usage excessif de la force, toutes déposées par des citoyens noirs. Dans les 3 cas, ils ont été discrètement résolus par des accords de confidentialité. »« Qui a signé ces accords ?» demanda Elelanena. Michael a parcouru les documents, révélant le nom du juge William Harrison. Les sourcils d'Elelanena se sont levés. Il était l'ancien associé légal du maire Jackson. Mais ce qu'il découvrirait ensuite changerait tout. « Pourquoi m'avez-vous arrêté ?» L'expression de Miller s'est durcie. « Permis et immatriculation, ai-je répondu. Je suis prêt à les fournir, mais j'aimerais connaître la raison de l'arrêt, s'il vous plaît. » Elelanena a répondu d'un ton calme mais ferme. « Tu as grillé ce stop derrière, » a craché Miller avec dédain, « feindre l'ignorance ne t'aidera pas. » Elelanena savait avec certitude que ce n'était pas vrai. « Je ne cache rien et je n'y avoir omis un seul arrêt. Je me suis arrêté complètement à chaque intersection, » a-t-elle répliqué avec respect. Le visage de Miller s'est empourpré. « Tu me traites de menteur ? Sors du véhicule, » a-t-il ordonné. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour un simple contrôle de routine, » a commenté Eleanor avec sérénité. « Si vous voulez voir mon permis, je vous le montrerai, » a-t-elle dit en cherchant lentement dans son sac. « Sors de la voiture, » a soudain crié Miller, en ouvrant violemment la porte. « Vous croyez toujours savoir mieux que les agents de la loi. » Elelanena a senti un frisson lui parcourir l'échine en entendant le mot « vous ». Elle a conservé sa dignité. « Officier, j'ai de l'arthrite et sortir me prendra un moment. Je suis aussi juge fédéral, » a-t-elle ajouté. Le rire de Miller l'a interrompu. « Oui, bien sûr, et moi je suis le président, » a-t-il répliqué avec moquerie. « Sors maintenant. » Avec une lenteur douloureuse, Eleanor est sortie de la voiture. Faisant une grimace de douleur, ses genoux arthritiques se sont plaints. Perrault Miller ne fit aucun effort pour l'aider. « Je sens de la marijuana, » déclara Miller, bien qu'il n'y ait rien de tel dans la voiture ni en possession d'Elelanena. « Je suis en train d'inspecter le véhicule. Tu n'as pas de motif raisonnable et je ne donne pas mon consentement pour une fouille, » affirma Eleanor avec fermeté. Mais ce qui s'est passé ensuite laissa tout le monde sans voix. « As-tu déjà ressenti que juste une simple poupée pourrait tout changer ?
Michael récupéra le paquet avec précaution. L'adresse de l'expéditeur était totalement inconnue. À l'intérieur, enveloppée dans un délicat papier de soie, se trouvait une petite poupée brisée avec une expression sombre. Sa peau était couverte de sombres tuniques et une corde grossière entourait son cou. Le visage de Michael se durcit de colère, mais Elena Nena, étonnamment calme, documenta la menace. Ajoutons-la au dossier de preuves, murmura-t-elle avec détermination. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elena Nena se préparait à se reposer, son téléphone vibra avec un message texte d'un numéro bloqué. Ton employé devrait surveiller ses arrières. Elle appela immédiatement Michael, qui était déjà dans son appartement. Michael, tu es en danger, j'ai reçu une menace. Je suis prêt à affronter quoi que ce soit, lui assura-t-il, bien que sa voix trahissait la tension. J'ai déjà demandé à un ami de rester avec moi cette nuit. Ce n'est plus seulement à propos de moi, ajouta-t-il avec fermeté. Elena Nena comprit que, s'il était prêt à attaquer quelqu'un de proche d'elle, ils avaient mal choisi leur adversaire. Ils se battaient contre un adversaire redoutable. La persona la plus intègre qu'elle connaissait. Michael répondit avec une loyauté féroce pendant qu'Elena Nena essayait de s'endormir. Soudain, l'électricité de sa maison fut coupée, la plongeant dans l'obscurité. De l'extérieur, le bruit d'une voiture passant lentement brisait le silence, suivi de pas s'approchant de son Porsche. Mais ce qui se passa ensuite fut encore plus inquiétant. Au milieu de la nuit, avec le vent murmurant des secrets à son oreille, elle avait dormi de manière saccadée, se réveillant à chaque craquement au-delà de sa fenêtre. Le courant revint après 3 heures du matin, mais le message avait déjà été délivré. La connexion avec elle était inébranlable. Michael arriva tôt, portant le petit déjeuner et une certitude, il avait pris quelques kilos. Depuis que Clark l'avait contacté il y a 15 ans, les tempes de Michael avaient commencé à se teinter de gris, mais son esprit juridique restait tranchant. Il se retrouvait toujours à la table de sa cuisine, entouré de notes et d'ordinateurs portables. Elena Nena exposa sa stratégie. Ils s'attendent à ce que je dépose une simple plainte pour violation des droits civiques contre l'officier Miller et peut-être le capitaine Russell, expliqua-t-elle. Un cas mineur qu'ils pourraient résoudre en silence, avec des excuses forcées et des compensations minimes. Michael hocha la tête, comprenant le jeu, mais Elena Nena continua, ses yeux brillants de détermination. Nous allons exposer tout le système. Ensemble, ils élaborèrent un plan méticuleux. Tout d'abord, ils avaient besoin de preuves au-delà du témoignage d'Eleanor. Malgré les tentatives du département, Elena Nena se souvint de l'endroit de son arrestation. Il y avait un dépanneur au coin de la rue qui pourrait avoir des caméras de sécurité surveillant la rue. Michael prit note mentalement, je les visiterai cet après-midi. Michael réussit à sécuriser les enregistrements, mais ce qu'ils révélaient. Elena Nena transforma sa salle à manger en un véritable champ de bataille, avec des murs couverts de preuves et de connexions inattendues. Il ne se contentait plus de construire un dossier, il révélait une conspiration qui s'étendait des patrouilleurs jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement local. Leur grand progrès arriva lorsque l'officier Rodriguez, ce jeune homme qui avait assisté Eleanor lors de son arrestation, les contacta en secret. Bien qu'il ait été sanctionné pour un comportement inapproprié après la libération d'Eleanor, il conservait toujours son poste. Lors d'une réunion discrète dans un café, Rodriguez révéla que le département avait des réunions hebdomadaires pour fixer des objectifs. Lors de ces réunions, ils identifiaient des zones à forte valeur qui, curieusement, se révélaient toujours être des quartiers majoritairement noirs. Les officiers étaient encouragés à effectuer des arrestations et à délivrer des citations dans ces zones, offrant des avantages tels que des quarts de travail préférentiels, des promotions rapides et d'autres privilèges. Rodriguez expliqua que Miller était sur la voie rapide, sous la tutelle personnelle du capitaine Russell. Quand Elena Nena demanda à Rodriguez pourquoi il risquait sa carrière. Pour l'aider, il détourna son regard vers son café et dévoila une histoire profondément personnelle. Il y a 10 ans, dans cette même ville, un officier avait sorti sa grand-mère de la voiture lorsqu'elle avait demandé pourquoi il l'avait arrêtée. Elle avait subi une fracture de la hanche et personne n'avait cru sa version des faits. Avec un regard plein de détermination, Rodriguez affirma, « Je suis devenu policier pour changer les choses. » Mais ce qu'il découvrit par la suite le laissa sans voix. « As-tu déjà eu l'impression que le système est conçu pour te changer au lieu de te protéger ?» Cette nuit-là, Elena Nena reçut un appel crucial du Bureau fédéral d'investigation. Sa dénonciation sur le piratage avait déclenché une enquête préliminaire. Ce qu'ils découvrirent pourrait être lié à d'autres graves violations des droits civils. Cela allait bien au-delà de simples mauvaises conduites locales. L'agent, le juge Washington, détailla un schéma alarmant, une possible conspiration pour violer les droits constitutionnels sous couvert de la loi. Pour la première fois depuis le début de son cauchemar, Eleanor sentit que le vent commençait à tourner.
Bien que le département local puisse intimider les témoins et manipuler les médias locaux, il ne pouvait pas contrôler les enquêteurs fédéraux ni leur exposition nationale croissante. L'intimidation s'intensifia. La sœur d'Elena à Chicago signala des voitures de police postées devant sa maison. Les dossiers médicaux de Michael furent mystérieusement consultés, et des publications anonymes en ligne. Ils ont commencé à remettre en question la stabilité mentale d'Elena devant la Cour suprême. Mais loin de s'effondrer, Elena Washington est restée ferme devant la Cour suprême des États-Unis. Chaque tentative d'intimidation n'a fait que renforcer sa résolution et confirmer la justesse de sa cause. Ils ont peur, a-t-elle assuré à Michael le jour de son retour. La bataille était loin d'être terminée, mais le courage d'Eleanor brillait plus fort que jamais. Temporairement, elle a été transférée dans un refuge sécurisé. La Cour suprême lui a attribué une équipe de sécurité supplémentaire, une mesure inédite pour un juge en fonction en dehors du tribunal. Dans la région de Washington D.C., même les plus hauts niveaux du gouvernement ont été pris dans la controverse. Le président a tenu une conférence de presse, veillant à maintenir un équilibre délicat. J'ai un profond respect pour la justice, Washington, et son service à notre nation, a-t-il déclaré avec fermeté. Je respecte également le dur labeur de nos agents de l'ordre chaque jour et nous devons permettre au processus légal de clarifier les faits dans cette affaire. L'erreur a indigné Elena. Les preuves sont sur vidéo, a-t-elle dit à Michael. Les blessures sont documentées, que faut-il de plus voir? Michael, d'un ton cynique, a répondu qu'il ne veut aliéner aucun des deux groupes. Malgré tout, Elena a maintenu sa contenance judiciaire et a refusé de se laisser emporter par la colère, ce qui aurait pu compromettre sa crédibilité. En lugar de eso, canalizó su energía hacia una impactante entrevista televisiva con un programa de noticias nacional de renombre. Sentada en su residencia temporal, rodeada de libros de leyes que la enclaban, Elena se dirigió directamente al pueblo estadounidense. No solo relató su experiencia, sino que la enmarcó dentro de la lucha más amplia por la justicia igualitaria. Lo que me ocurrió a mí en esa comisaría le sucede a los estadounidenses negro todos los días, explicó. La diferencia es que yo tengo la plataforma para alzar mi voz y el ataque debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Elena continuó elaborando un caso impenetrable, reuniendo testigos que evidenciaran patrones y preparandos para una batalla que pronto envolvería al departamento de policía del condado de Randall. Ya no era solo su lucha, se trataba de décadas de abuso desenfrenado que finalmente encontrarían una solución. Mientras Elena examinaba su muro de prueba, su teléfono resonó. Patricia Johnson, presidenta del Fondo Nacional de Defensa Legal de los Derechos Civiles, dijo, Estercia Washington, hemos estado siguiendo su situación de cerca. Nuestra organización desea ofrecer todos nuestro recurso legal para apoyar su caso. Eleanor sonrió por primera vez en días. Señorita Johnson, me sentiría honrada de aceptar su ayuda. Creo que estamos a punto de lograr un cambio legislativo muy importante juntos. La conferencia de prensa en la escalera del Tribunal Federal atrayó a medios du pays. Eleanor Washington s'est tenue devant le podium avec une posture impeccable malgré la douleur persistante de ses blessures. Entourée de Michael Shen et des avocats du Fonds national de défense légale des droits civiques, elle s'est adressée à la nation avec la retenue et la cadence qui avaient caractérisé sa carrière judiciaire. Aucun citoyen ne devrait craindre ceux qui ont juré de le protéger, a-t-elle déclaré d'une voix ferme à l'âge de 78 ans. Ce qui m'est arrivé n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un schéma de discrimination policière. Mais ce qu'elle révélerait ensuite changerait tout le paysage. Des récits dénonçant une discrimination systématique au sein du département ont été anonymement transmis à l'équipe juridique d'Eleanor. Avec pour objectif confirmé d'intensifier l'application de la loi dans les communautés minoritaires, le mur de silence bleu commençait à se fissurer. Eleanor a confié à Michael que, alors qu'ils examinaient les déclarations des officiers, la preuve la plus accablante provenait d'un courrier anonyme. Ce courrier contenait des communications internes du département concernant l'arrestation d'Eleanor. Les échanges entre le capitaine Russell et plusieurs officiers supérieurs ont révélé une campagne délibérée pour l'humilier et détruire des preuves. Effacez les vidéos de la réserve, disait un message de Russell, assurez-vous que les images de la caméra corporelle de Miller aient des problèmes techniques. Nous devons contrôler la narration ici. Le plaignant s'est identifié uniquement comme conscience, mais ces informations se sont avérées inestimables pour orienter les demandes de documents et les convocations. La bataille publique s'intensifia.
Eleanor ne perdit jamais de vue son objectif final, un changement systémique. Alors que les médias se concentraient sur les aspects les plus sensationnalistes de son histoire, elle restait concentrée sur la stratégie légale qui exigerait des comptes non seulement pour son traitement, mais aussi pour le schéma d'abus prolongé du département. Ils veulent que cela soit traité comme un incident et un officier, expliqua-t-elle lors d'une séance de stratégie avec son équipe juridique croissante. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite changea le cours de la lutte. Jusqu'où peut aller l'injustice dans un système qui devrait nous protéger tous? Dans le comté de Randall, et à travers notre pays, une ombre persistante d'abus a laissé des cicatrices profondes. Eleanor raconta son calvaire, et les caméras enregistrèrent chaque mot, la description d'avoir été frappée par une matraque, le refus de recevoir des soins médicaux, et l'humiliation qui résonna au-delà de toute frontière. Au crépuscule à Bakersfield, la vidéo explosa sur les réseaux, atteignant des millions de vues. Le hashtag Justice pour le juge Washington devint une tendance nationale, déclenchant une réponse instantanée qui divisa les défenseurs des droits civils. Les organisations se sont unies en soutien et les universitaires en droit ont montré leur indignation devant la Cour. Le tribunal a publié une déclaration sans précédent, soutenant son collègue et exprimant sa profonde préoccupation pour le traitement du juge Washington et les implications pour l'égalité de justice devant la loi. Cependant, la réaction a été tout aussi intense. En 48 heures, le syndicat de la police a organisé une manifestation en soutien à l'officier Miller. Des centaines se sont rassemblés, beaucoup arborant des t-shirts avec l'inscription « Back the Blue » et tenant des pancartes proclamant que Miller ne faisait que son devoir. Le capitaine Russell est apparu dans des émissions de nouvelles conservatrices, présentant Eleanor comme une juge activiste, suggérant qu'elle avait exploité un simple contrôle routier à des fins politiques. L'officier Miller a affirmé qu'il ne savait pas qui elle était et a défendu le fait qu'il suivait simplement la procédure avec un sujet peu coopératif. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde perplexe. Les images de sécurité de la station, soigneusement éditées, montrent Eleanor parlant avec détermination aux officiers. Cependant, les fragments cruciaux manquent, ceux qui montrent comment elle s'est vue refuser des soins médicaux ou a été moquée par les officiers, révélant une manipulation sélective. La révélation de cette preuve amène Michael à remettre en question, lors de ses apparitions médiatiques, si les images complètes soutenaient sa version des faits, pourquoi ne pas les publier? Les lignes de front étaient tracées, avec les Américains de plus en plus divisés sur quelle version croire. Les décisions judiciaires passées d'Elena ont été scrutées et déformées par des commentateurs conservateurs, remettant en question son impartialité dans des affaires impliquant des lois d'application. Des articles ont émergé examinant son passé radical dans le mouvement des droits civiques des années 60, tentant de la discréditer en mettant en avant son travail le plus engagé. Je suis fier, a affirmé Elena à Michael alors qu'ils examinaient la dernière couverture médiatique, les attaques en ligne se sont intensifiées. Les comptes de réseaux sociaux sont devenus de plus en plus personnels et malveillants, avec des schémas d'activité suspects commençant à remettre en question la clarté d'esprit et l'aptitude d'Elena à la Cour suprême. Des photos manipulées ont émergé, la montrant lors de manifestations pour les droits civiques, faussement étiquetées comme violentes. Les manifestations se sont multipliées, et les menaces de mort ont contraint Elena à déménager. Mais ce qu'ils ont découvert par la suite a laissé tout le monde sans voix. Avez-vous déjà été confronté à un système qui semble conçu pour vous faire taire? C'est ainsi qu'Elena et Michael se sont sentis lorsqu'un complot inquiétant a commencé à se dévoiler. Les plaintes contre les officiers du comté de Randall, déposées par des personnes de couleur, se retrouvaient mystérieusement entre les mains du juge Harrison. Ce juge, au lieu de chercher la justice, rejetait les plaintes ou approuvait des accords qui dissimulaient la vérité. La mairie, soumise, facilitait ces manigances. Elle fouilla dans les archives avec l'argent des contribuables. Quel sombre secret essayait-il de cacher? Déterminée, elle déclara, « Ce n'est pas un simple incident, c'est un schéma et une pratique. » Michael, motivé par l'injustice, plongea dans les dossiers judiciaires et les réseaux communautaires. À la fin de la semaine, ils avaient identifié 5 Afro-Américains plus âgés qui racontaient des expériences étrangement similaires à celles d'elle. Des infractions routières inexistantes, des rencontres intensifiées, un usage brutal de la force et des plaintes rejetées qui s'acharnaient sur les plus vulnérables. Elle remarqua que le système supposait que ces personnes manquaient des ressources ou de la crédibilité pour se défendre. Alors qu'ils construisaient leur dossier, l'intimidation ne cessait pas. Soudain, le service internet d'elle commença à dysfonctionner sans explication, et son ordinateur personnel montrait des signes de piratage. En emmenant son ordinateur portable à un expert en cybersécurité, Michael découvrit un logiciel espion sophistiqué, du genre que seules les forces de l'ordre utilisent généralement. Mais ce n'était pas tout.
Un matin, elle se réveilla pour trouver son domicile vandalisé. Que se passait-il réellement? Est-il possible que les puissants soient tenus responsables de leurs abus d'autorité? Ce n'est pas à propos de moi, c'est de la justice pour tous ceux qui ont souffert. Ce que j'ai enduré sans la plateforme me pousse à me battre, malgré le désespoir croissant du département. Les tentatives de la discréditer étaient constantes, mais elle ne recula pas. À Washington resta ferme, sa détermination se renforçait à chaque attaque publique. La bataille lui avait laissé des séquelles, sa santé avait été compromise, sa vie privée violée. Sa sécurité était en danger, mais alors que l'opinion publique commençait à changer en sa faveur, elle savait que le plus dur restait à venir. Une bataille titanesque l'attendait au tribunal, où elle prouverait ce qu'elle avait vécu de première main. L'injustice qu'elle avait subie n'était pas un cas isolé, mais une procédure standard au sein d'un système profondément corrompu. Dans un monde où les institutions puissantes rendent rarement des comptes, pensez-vous qu'elles devraient être tenues responsables de l'abus de leur autorité? Écrivez 1. Si vous pensez que la lutte du juge Washington représente d'innombrables victimes silencieuses de l'abus systémique. Ou écrivez 2. Si vous êtes inspiré par les officiers qui ont risqué leur carrière pour dénoncer la corruption de l'intérieur. Appuyez sur le pouce levé si le courage d'Elena sous une telle pression vous surprend et abonnez-vous pour assister aux révélations choquantes à venir. La preuve des dénonciateurs sera-t-elle suffisante pour faire tomber le mur du déni? Que feriez-vous si un jour vous vous réveilliez pour trouver des insultes raciales peintes sur votre propre porte? C'est exactement ce qu'a affronté Eleanor. Lorsque les policiers sont enfin arrivés, ils semblaient plus intéressés à la questionner qu'à enquêter sur le crime, utilisant ce qu'elle appelait des « tactiques d'intimidation ». Eleanor observait avec une détermination sereine tandis qu'une équipe de nettoyage travaillait pour effacer les mots emplis de haine. Michael, d'une voix presque chuchotante, demanda « Ne veulent-ils pas te faire sentir déséquilibré et effrayé ?» Eleanor, sans perdre son calme, répondit « J'ai marché à Selma, j'ai reçu des insultes pires. » Le lendemain, Michael ne se présenta pas à leur réunion habituelle. L'inquiétude d'Eleanor grandit lorsque son appel rencontra le silence. Elle contacta la compagne de Michael, qui n'avait également aucune nouvelle depuis qu'il avait quitté la maison ce matin-là. Juste au moment où Eleanor s'apprêtait à alerter la police, le téléphone sonna. C'était Michael, appelant depuis un hôpital. Sa voix, teintée de douleur et de médicaments, expliqua « 2 hommes m'ont attaqué sur le parking. Ils m'ont dit d'arrêter d'enquêter sinon les conséquences seraient pires. » La main d'Eleanor tremblait en tenant le téléphone. « À quel point c'est grave ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Michael répondit « Côte cassée, commotion cérébrale, beaucoup de bleu. Mais je survivrai. » Il fit une pause avant d'ajouter « Il savait exactement qui je suis et pourquoi il m'attaquait. » Ce n'était pas un acte aléatoire. Eleanor, avec un froid glacial dans sa voix, était d'accord. Malgré les blessures de Michael, son travail continuerait, mais le véritable mystère ne faisait que commencer à se dévoiler. Eleanor fait face à des représailles encore plus dangereuses alors qu'elle se rapproche de la vérité. Les documents sont arrivés dans une enveloppe manie anonyme que quelqu'un avait glissée sous de la puerta du bureau temporaire de Michael. À l'intérieur, il y avait une clé USB et une note manuscrite qui commençait par une phrase percutante « Le système suit l'argent ». Michael et Eleanor se sont réunis autour de leur ordinateur portable pendant qu'ils inséraient le dispositif. Ce qu'ils ont découvert les a laissés stupéfaits. Des feuilles de calcul internes du département qui suivaient la productivité des agents, avec des objectifs clairs pour les convocations, les arrestations et les contrôles de véhicules dans des zones majoritairement minoritaires. C'est la preuve irréfutable, murmura Michael, passant en revue des années de données. Ils ont ciblé systématiquement les quartiers noirs pendant des années. Eleanor examina les chiffres et son esprit analytique détecta rapidement le schéma. Regardez ces disparités. Les agents dans les quartiers majoritairement blancs ont des quotas de convocation qui sont 1/5 de la taille de ceux des quartiers noirs. Mais le système de quotas n'était que le début. Alors que Michael plongeait plus profondément dans les archives, il découvrit un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà du biais racial dans l'application de la loi. Eleanor, regardez ceci, dit-il en ouvrant une autre feuille de calcul. Ils suivent les saisies d'actifs par agent. Il y a des structures de bonus liées à la valeur des biens. Mais ce qu'ils ont découvert ensuite les laissa sans voix. Avez-vous déjà demandé comment une grand-mère de 78 ans pourrait mettre à genoux tout un département de police? Le jour des victimes de brutalité policière n'ont souvent pas les ressources pour se défendre. Cependant, une puissante interview a réussi à humaniser un sujet de plus en plus polarisé. Les spectateurs ont vu non seulement un juge de la Cour suprême, mais aussi une grand-mère ensanglantée et humiliée simplement pour conduire en étant noire. Le hashtag lié à l'affaire est devenu viral lorsque l'opinion publique a commencé à se transformer.
L'impact d'Eleanor a été si décisif que les tactiques du département sont devenues désespérées. Ils ont déposé une contre-poursuite, l'accusant de diffamation. L'officier Miller et ses collègues réclamaient des millions de dollars de dommages et intérêts, dans une tentative évidente de la faire taire. Eleanor, cependant, n'a pas reculé et a déclaré qu'ils avaient gravement sous-estimé sa détermination. Quelques jours plus tard, Eleanor a découvert que ses comptes bancaires étaient gelés suite à un signalement anonyme d'activité suspecte. Ses cartes de crédit ont été refusées lorsqu'elle a essayé d'acheter de la nourriture, et le dégel a pris des jours à se résoudre, pendant lesquels elle a dû compter sur Michael pour subvenir à ses besoins de base. Ils essaient de m'isoler et de me rendre pauvre, a observé Eleanor, reconnaissant les tactiques classiques contre ceux qui défient les structures de pouvoir. Mais pour chaque mouvement du département, un soutien inattendu émergeait. 3 officiers du département de police du comté de Randall, inspirés par le courage de l'officier Rodriguez, ont décidé. Michael a découvert un sombre réseau de corruption. Le juge William Harrison, celui-là même qui avait rejeté les plaintes contre les officiers, avait des investissements importants dans Clearwater Correction via une entreprise fantôme. Le conflit d'intérêts était frappant à mesure que les connexions se démêlaient. Des rapports de police falsifiés ou des rencontres triviales avaient été exagérément embellis pour justifier des arrestations. Les plaintes des citoyens afro-américains étaient systématiquement enterrées, étiquetées comme infondées sans même une enquête. Michael observa un schéma troublant. Le juge Harrison traitait près de 80% des plaintes pour mauvaise conduite policière. Une enquête révéla que Harrison n'était pas seulement un ancien associé légal du maire Jackson, mais aussi son beau-frère, un lien qui n'avait pas été rendu public, mais qui fut confirmé par des registres de mariage. La conspiration s'étendait même aux documents de formation du département de police. Alors que les documents disponibles publiquement promouvaient la police communautaire et l'application impartiale de la loi, ils instruisaient en réalité les officiers sur des indicateurs criminels, des directives de profilage racial à peine dissimulées. Mais ce que Michael découvrit ensuite le laissa sans voix. Les documents internes conseillaient aux officiers de rester attentifs aux véhicules avec des modifications spécifiques, courantes dans les communautés urbaines. Une formation secrète suggérait la plainte vigoureuse pour violation des droits civiques contre le département. De la Policía del Condado de Randall, la Orden del Alcalde, la Oficina del Juez Harrison y Clearwater Correction Corporation, en la Parina 70, révéló más que la experiencia personal de la nena. Destapó la persecución sistemática hacia los ciudadanos negros en todo el país. Los medios local abarrotaron la escalera del juzgado mientras la nena hablaba. Buscamos justicia no solo por el que me hicieron, sino por cada ciudadano que ha sufrido de manera similar, proclamó Confirmeza. Subrayó que esta demanda pretende desmantelar un sistema corrupto, uno que ha operado con impunidad durante demasiado tiempo. La reacción no se hizo esperar. El costoso equipo legal del departamento presentó una moción de emergencia para desestimar la demanda, invocando inmunidad soberana y argumentando que el puesto de la nena en la Corte Suprema creaba un conflicto de interés inherente. Están desesperados, observó Michael al analizar la moción. Estos argumentos son legalmente frivolos, pero esperan retrasar los procedimientos hasta que disminuya el interés público. El caso fue asignado al juez Antonio Rodríguez, un juez federal que había trabajado para Eleanor al inicio de su carrera. El departamento rápidamente presentó una moción para su recusación alegando parcialidad, y Rodríguez abordó este asunto en su primera audiencia. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. Rodríguez, aunque conmocionado, se negó a recusarse, en su lugar, solicitó un tribunal adicional. Ils étaient désespérés, observa Eleanor. Ils savent que ce que nous avons découvert pourrait démanteler non seulement le département de police, mais toute la structure de pouvoir du comté de Randall. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus choquant. Une pièce maîtresse du puzzle s'est révélée lorsqu'Elela Nena a reçu un appel anonyme d'un employé du tribunal, Monsieur Clark. Il a révélé que le maire Jackson avait personnellement contacté le juge Harrison immédiatement après avoir appris l'arrestation d'Elela Nena. Cela a déclenché une réponse coordonnée du département. Le maire a dit, et je cite, « Faites avancer cela comme les autres », a rapporté l'employé. À ce moment-là, ils ont commencé à détruire des preuves. Armés de ces preuves accablantes de corruption, Eleanor et son équipe juridique se préparaient à porter leur affaire au-delà d'une simple plainte civile. Ils prévoyaient de traiter le maire, le département de police et l'entreprise pénitentiaire privée comme une organisation criminelle.
Alors que la nouvelle de leur enquête se répandait, la procureure générale de l'État, Diane Lawson, a contacté personnellement Elena Nena à la recherche de justice. Washington, mon bureau surveille de près votre situation, lui a dit Lawson. Avec les preuves que vous avez rassemblées, j'ouvre une enquête formelle sur le département de police du comté de Randall. Ce que vous avez découvert pourrait tout changer. Saviez-vous qu'il existe une tactique troublante qui transforme la police en chasseur de trésors? La saisie de biens civils a été une pratique controversée, mais ce qui se passe au département de police du comté de Randall va au-delà de l'imagination. Ils ont transformé cette tactique en un lucratif business, incitant leurs agents à saisir des véhicules, de l'argent liquide et même des logements. Mais le plus inquiétant est que les citoyens touchés, pour la plupart, ne peuvent pas se permettre de se battre légalement pour récupérer leurs biens. Des données choquantes révèlent que plus de 70% de ces saisies se font dans des quartiers afro-américains et latinos, bien qu'ils ne représentent que 30% de la population du comté. Il ne s'agit pas seulement de harcèlement systématique envers les minorités. Eleanor a découvert un schéma encore plus alarmant, une extraction minutieuse de richesses de ces communautés. Suivant la piste de l'argent, Eleanor a fait une découverte glaçante. Le département avait un accord secret avec Clearwater Correction Corporation, une entreprise pénitentiaire privée qui gérait le centre de détention du comté. Le maire Jackson, qui recevait des contributions de campagne généreuses de Clearwater, avait signé un contrat garantissant que les installations soient au moins à 85% de leur capacité. Un sombre système de canalisation, comme l'a décrit Eleanor à Grimley, se concentre sur les quartiers de minorités, effectuant des arrestations agressives pour des délits mineurs et poussant les gens vers une prison privée qui profite à chaque détenu. Arrêté. Et le pire est encore à découvrir. As-tu déjà imaginé ce qui se cache derrière les portes closes d'un système qui devrait nous protéger? La discrimination raciale au sein des forces de l'ordre est un secret de Polichinelle, et Elena Nena le savait bien. Elle était indignée alors que les officiers niaient publiquement leur implication. Mais ce que Michael découvrit fut dévastateur. En examinant le dossier personnel de l'officier Miller, réputé pour son historique prétendument irréprochable, il découvrit quelque chose de troublant. En 8 ans, Miller avait fait face à 7 plaintes pour usage excessif de la force, toutes rejetées par Harrison ou résolues avec des accords de confidentialité. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Miller n'était pas juste un simple officier, il était le neveu du maire Jackson. Son ascension fulgurante à l'académie de police, malgré ses performances médiocres, révéla pourquoi le département se hâtait de le protéger. Eleanor affirma qu'il ne s'agissait pas seulement d'un officier, c'était la protection de la famille du maire et d'un système corrompu. Pendant que Michael rassemblait des preuves, son appartement fut cambriolé. Ils piratèrent son ordinateur et volèrent des documents critiques. Cependant, anticipant ce sabotage, ils avaient assuré des copies dans plusieurs endroits. La tension monta lorsqu'Eleanor, ancienne apprentie du juge Rodriguez, reçut une lettre de menace mentionnant ses enfants par leur nom et leur emplacement. Mais ce qui se passa ensuite changea le cours de l'histoire. Savais-tu qu'une décision prise, il y a 20 ans, aurait-il pu changer le cours d'une affaire aujourd'hui? Clark l'a fait pour le juge Washington il y a 2 décennies, quelque chose que j'ai révélé dès que j'ai été affecté à ce cas. Cependant, notre lien professionnel ne constitue pas automatiquement un motif de récusation en vertu des lois fédérales. En rejetant la motion de récusation, sa voix est devenue ferme en continuant. De plus, je considère que la motion de rejet n'a pas de fondement légal. Les plaignants ont démontré légitimité et allégué correctement des violations constitutionnelles qui brisent l'immunité souveraine. Ce cas avancera vers la phase de découverte, marquant sa première grande victoire. Rodriguez a émis une ordonnance de protection de toutes les preuves, y compris les communications électroniques. Toute destruction supplémentaire de preuves entraînerait un outrage au tribunal. En réponse, les avocats du département ont adopté une nouvelle tactique, offrant à Eleanor un accord personnel de 2 millions de dollars avec une clause de confidentialité. Ils essaient d'acheter ton silence, a commenté Michael lors de leur réunion de stratégie. Eleanor a rejeté l'offre sans hésitation, il n'a jamais été question d'argent. Il s'agit de changer la structure et d'exiger des responsabilités. En communiquant son refus, les pressions se sont intensifiées. Plusieurs collègues d'Eleanor à la Cour suprême ont laissé entendre en privé que poursuivre l'affaire pourrait compromettre sa capacité à décider de manière impartiale dans les affaires policières futures. Mais ce qui reste encore. Le texte traduit en français serait le suivant. Une arrivée imminente pourrait tout changer. Que feriez-vous si votre réputation était en jeu, mais que le coût pour la défendre était extrêmement élevé? Demanda un juge lors d'une conversation confidentielle. Tu as clairement fait valoir ton point de vue, Elena Nena. Le département a été publiquement humilié. Avec tout le respect dû, répliqua Elena Nena avec fermeté,
La humiliation publique sans un changement profond est inutile, les mêmes abus persisteront. Les mouvements autour du président de la Cour suprême semblaient plus favorables, bien qu'ils restent alarmants. La crédibilité de la Cour dépend de la perception publique d'impartialité. Une longue bataille judiciaire vous place en position de confrontation avec les forces de l'ordre, souligna le chef Elané. La crédibilité de la Cour repose, en fin de compte, sur la protection de la justice pour tous les citoyens, quel que soit celui qui viole leurs droits. Mon silence minerait cette mission bien plus que ma défense ne pourrait jamais le faire. Malgré la pression institutionnelle, Elanena est resté inflexible, sa détermination renforcée lorsque le juge Rodriguez a statué qu'il pouvait réclamer des dommages punitifs contre le département et les fonctionnaires individuels, ce qui augmenterait considérablement les coûts financiers. Mais ce qui est venu ensuite était encore plus inquiétant. La prochaine manœuvre du département a été l'intimidation des témoins. 2 des anciens détenus qui avaient accepté de témoigner sur des expériences similaires ont déclaré avoir été détenus. À plusieurs reprises, des officiers du comté de Randall l'avaient harcelé. L'un d'eux avait soumis son entreprise à des inspections minutieuses du jour au lendemain. Mais ce qu'ils découvrirent par la suite allait changer le cours du procès. L'équipe juridique d'Elanena documenta méticuleusement chaque cas de représailles, renforçant ainsi leur argumentation tout en cherchant des ordres de protection pour les témoins. Le tournant arriva lorsque le juge Rodriguez transforma l'affaire en une action collective, permettant à tous les Afro-Américains ayant subi un traitement similaire dans le comté de Randall au cours de la dernière décennie de se joindre en tant que plaignants. Ce qui avait commencé comme une plainte individuelle d'Elanena se transforma en une accusation massive contre tout le système. La certification reconnut que le comportement dénoncé était un schéma systématique, et non de simples incidents isolés. Rodriguez écrivit dans son jugement que le tribunal avait suffisamment de preuves de similitude entre les membres potentiels du groupe pour poursuivre en vertu de la règle 23. Cette désignation d'action collective fut comme briser un barrage. Des centaines de résidents du comté de Randall partagèrent des histoires reflétant l'expérience d'Elanena. La plainte ne représentait désormais plus seulement une personne, mais toute une communauté qui avait souffert en silence pendant des générations. Face à la menace d'une responsabilité financière dévastatrice, les responsables du comté tentèrent de négocier un accord qui prévoyait renforcer. Les forces de l'ordre étaient mieux formées. Ils ont proposé une formation sur les préjugés implicites pour les agents et la création d'un comité de surveillance civile, a rapporté Michael après sa réunion avec les procureurs du comté. Mais ce qu'ils ont découvert par la suite était encore plus choquant. Le pouvoir de la vérité peut-il renverser des décennies de corruption? Le bureau d'Elanena a accueilli favorablement le soutien, mais est resté vigilant face à la corruption persistante. Celle-ci a survécu car elle est protégée à plusieurs niveaux, et nous devons nous assurer que cette enquête soit impénétrable à toute interférence. Sur le plan politique, Lawson était d'accord. J'ai déjà demandé le soutien du FBI. L'intervention du FBI, franchissant la juridiction fédérale sur plusieurs fronts, a été une escalade cruciale, apportant des ressources et une autorité que la structure de pouvoir local ne pouvait pas facilement contrecarrer. Ce soir-là, alors qu'Elanena examinait l'énorme quantité de preuves recueillies, il ressentait un mélange de satisfaction et de tristesse. Ce qui avait commencé comme sa quête personnelle de justice avait mis à nu l'exploitation systématique de toute une communauté. Opérant à découvert depuis des décennies, il ne s'agissait jamais simplement d'une infraction routière ou du mauvais comportement d'un agent, a commenté Michael alors qu'ils préparaient leur plainte formelle RICO. C'était un crime, une entreprise déguisée en système judiciaire. Michael, encore marqué par l'agression, a acquiescé avec tristesse. Et ils ont failli s'en sortir à nouveau s'il avait. Ils auraient pu arrêter une autre personne ce jour-là, mais ils ne l'ont pas fait, dit Eleanor d'une voix tremblante. Avec une détermination silencieuse, ils affirmaient. Ils avaient exactement arrêté la mauvaise personne exactement au bon moment. Le tribunal fédéral était tendu alors qu'Elanena Washington, soutenu par Michael Shen et son équipe juridique élargie, présentait son cas. Mais ce qu'ils ont découvert par la suite les a laissés sans voix. Que se passe-t-il lorsque la justice et le silence se confrontent devant un tribunal? Rodriguez a écrit. Bien que potentiellement préjudiciable, sa pertinence probante dépasse largement tout impact négatif. Ce verdict, en essence, a démoli la défense du département, exposant ses pratiques les plus condamnables comme preuve lors d'un procès public imminent. Les fonctionnaires terrifiés du comté, y compris le maire Jackson, se sont précipités désespérément vers le gouverneur pour obtenir une intervention politique. Cependant, le gouverneur avait clairement exprimé son soutien à Elanena et a refusé de la pousser à conclure un accord avec les avocats du département. Dans une dernière tentative pour atténuer les dommages, il a proposé un accord collectif impressionnant de 50 millions de dollars,
mais à condition que tous les plaignants signent des accords de confidentialité. Elena a convoqué une réunion avec les représentants de la classe au centre communautaire de Bakersfield, situé dans le quartier noir historique de l'Est. Là, elle s'est adressée à des dizaines de citoyens qui avaient été victimes de discrimination et d'injustice pendant des années. La demande a été déposée. Cette offre, expliqua-t-elle, offrirait une compensation financière, reconnaissant que beaucoup d'entre vous recevraient des paiements significatifs pour les injustices subies. Cependant, la clause de non-divulgation implique que vos histoires resteront inconnues, et la vérité absolue de ce qui s'est passé dans le comté de Randall restera cachée. Un vieil homme, la voix tremblante, se souvint, en 1982, les officiers du comté de Randall m'ont frappé. Jusqu'où peut aller le courage d'une personne lorsque tout le système semble être contre elle? La commission de révision, nommée par le maire, manquait d'une véritable autorité, se limitant à des décisions superficielles. Elena n'a pas permis que quoi que ce soit l'arrête, refusant tout changement qui n'aborderait pas la racine du problème. Malgré les apparences, les abus persistaient. Elena a exigé des réformes structurelles indépendantes, y compris des poursuites pour mauvaise conduite policière, des examens automatiques du ministère de la Justice sur les disparités raciales dans l'application de la loi, l'élimination des quotas, des réformes sur les saisies, la fin des contrats avec les prisons privées et des réparations communautaires significatives. Ces termes étaient non négociables, a-t-elle déclaré au comté. Par l'intermédiaire de ses avocats, elle a insisté pour que tout accord comprenne des changements substantiels et réalisables. Lorsque le comté a rejeté ces demandes, Elena a clairement indiqué qu'elle était prête à mener l'affaire. Affaire devant les tribunaux, où toute preuve de corruption deviendrait des documents publics. Le moment décisif est arrivé lorsque le juge Rodriguez s'est prononcé sur l'admissibilité des preuves. Malgré les vives objections de la défense, il a permis à l'équipe juridique d'Elena de présenter les plaintes antérieures contre l'officier Miller comme preuve d'un schéma de comportement. Il a également admis les données internes du département démontrant une application disproportionnée de la loi en matière de race. La documentation du système est directement pertinente, a déclaré le tribunal, reconnaissant l'importance de ces éléments pour corroborer les allégations du demandeur concernant la discrimination systémique. Mais ce que Elena était sur le point de découvrir allait changer le cours de toute l'affaire. Pourquoi m'avait-il arrêté? Cette question résonnait dans mon esprit alors qu'il me cassait la jambe en 3 endroits. Je n'ai pas pu travailler pendant 6 mois et j'ai perdu mon foyer. Aucune somme d'argent ne peut me rendre ce qu'ils m'ont volé, mais peut-être que mes petits-enfants pourraient vivre dans un endroit où cela ne leur arriverait pas. Un par un, les membres de la classe ont partagé des récits tout aussi déchirants. Au fil des ans, le consensus était clair. Au-delà de la compensation financière, ce qui était nécessaire était un changement durable. Elena a décidé de porter sa lutte au comté, prête à aller en procès à moins que l'accord ne supprime la clause de confidentialité et n'inclue toutes les réformes nécessaires. Les exigences légales avaient été respectées. Face à la possibilité d'un procès public qui aurait révélé des décennies d'abus et de corruption, le comté avait finalement cédé. L'accord de conciliation incluait toutes les réformes exigées par Elena, ainsi qu'une compensation financière substantielle pour les victimes, et, surtout, sans aucune clause de confidentialité. Pendant qu'Eleanor signait les documents de l'accord, elle ressentait un mélange complexe d'émotions. Elle se sentait indéniablement réhabilitée, mais elle était aussi consciente que cette victoire, bien que significative, ne représentait qu'un comté dans une nation où des abus similaires se produisaient quotidiennement. Nous avons remporté une bataille importante, dit-elle à Michael alors qu'il sortait du tribunal entouré de journalistes, mais la guerre la plus grande continue. Aucun de nous. Le directeur médical de l'hôpital mémorial de Bakersfield, où Eleanor avait été traitée après son arrestation, avait contacté son médecin personnel, le Dr Williams. Celui-ci lui posa des questions minutieuses sur ses fonctions cognitives. Lors de son examen, le Dr Williams informa Eleanor que l'hôpital effectuait une révision de la qualité de son traitement, mais les questions semblaient se concentrer sur la possibilité d'un déclin cognitif lié à l'âge. Ils étaient en train de construire un dossier pour la déclarer mentalement inapte. Eleanor comprit que, s'ils ne pouvaient pas l'intimider ou la discréditer avec des preuves, ils essaieraient de le faire sur un plan personnel. La surveillance devenait de plus en plus évidente. Âgée. Entité non identifiée suivait Eleanor à chaque fois qu'elle sortait de son hôtel ou se rendait à l'église. Un homme avec une radio de police s'assit 2 bancs derrière elle sans dissimuler sa présence. Pendant ce temps, l'officier Miller avait été discrètement réintégré à ses fonctions administratives, en attendant le résultat de l'enquête interne. Le message était clair, malgré l'accord de conciliation, le département n'avait pas l'intention de le tenir responsable. Ce qui fut le plus inquiétant, c'est quand la sœur d'Eleanor, Martha, appela depuis Chicago, sa voix tremblait de peur.
Qu'avait-elle découvert? Pourquoi une voiture de police était-elle garée devant chez moi pendant 3 jours? Martha a signalé ce matin que l'officier Miller se tenait sur mon porche. Quand j'ai ouvert les volets, il m'a regardé fixement sans dire un mot, avec un regard glaçant. Alarmée, Martha a immédiatement contacté le FBI, qui a organisé sa protection. L'officier Miller a nié avoir été à Chicago, et le capitaine Russell a assuré qu'il était en service à Bakersfield au moment où Martha prétend l'avoir vu. Son alibi était soutenu par les registres de présence du département, mais il y avait des soupçons que ces documents pouvaient être manipulés. Juste au moment où l'intimidation semblait ne pas pouvoir aller plus loin, Eleanor a reçu un coup de pouce inattendu. Une équipe nationale de journalisme d'investigation avait commencé à enquêter sur la mauvaise conduite policière à Bakersfield à la suite de son affaire. Un experto en tecnología del equipo recuperó parte de la imágenes de la cámara corporal de Miller, que supuestamente estaban dañadas, desde el almacenamiento en la nube del departamento. La imágenes no estaban realmente corrompidas, explicó la periodista cuando se reunió con Eleanor en un lugar seguro. Fueron editadas deliberadamente para eliminar sección incriminatoria, pero los original fueron respaldados en su proveedor de nubantes de ser eliminados. Su departamento de Tino comprende cómo funciona la investigación forense digital. La imágenes recuperadas mostraron. ¿Puede un simple viaje a casa convertirse en una pesadilla? Michael nunca vio el sedán oscuro que él seguía a 6 coches de distancia. A solo 3 millas de la casa de la nena, sus frenos fallaron inesperadamente mientras tomaba una curva cerrada. El vehículo se salió de la carretera, dio 2 vueltas en el aire y terminó estrelándose violentamente contra un árbol solitario. Afortunadamente, la avanzada características de seguridad del auto le salvaron la vida, pero no sin consecuencias, sufrió 3 costillas rotas, una conmoción cerebral y una clavícula destrozada. El mecánico que inspeccionó los restos descubrió pruebas irrefutables de sabotaje. Las líneas de freno habían sido cortadas intencionalmente, asegurando que fallaron bajo presión, lo que hizo el sabotaje casi invisible durante la revisión rutinaria. Esta revelación fut escalofrante. En el hospital, elle et la nena llegó après. Dans un souffle, elle trouva Michael entouré d'équipements de surveillance. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, elle chuchota avec inquiétude. La situation est en train de dégénérer. Ils sont passés de l'intimidation à la tentative d'assassinat. Sans perdre de temps, elle et la nena contacta le FBI, et des agents furent assignés pour protéger la chambre de Michael. Elle demanda également une sécurité supplémentaire pour elle-même, convaincue que si Michael avait été attaqué, elle pourrait être la prochaine. Et elle ne se trompait pas. 2 nuits plus tard, un bruit soudain la réveilla. Quelque chose avait rompu le silence de la nuit. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour obtenir justice après des décennies de violence systématique? Helena Washington est sur le point de le découvrir alors qu'un complot au sein du département menace d'annuler l'accord qui semblait être sa rédemption. À travers une manœuvre légale, son affaire pourrait atteindre la Cour suprême, la confrontant au plus grand défi de sa vie. Quel sera le véritable coût de la justice? Laissez un commentaire avec le numéro 1 si vous pensez qu'Helena a bien fait de refuser l'argent en faveur d'une réforme structurelle, ou le numéro 2 si vous pensez que les victimes méritaient une compensation financière immédiate et sans condition. Appuyez sur « J'aime » si vous êtes inspiré par ceux qui ont choisi un changement durable plutôt que le bénéfice personnel. Abonnez-vous pour découvrir si cette difficile victoire parviendra réellement à transformer le système défaillant du département. Bien que l'accord aurait dû être la fin du cauchemar d'elle, Helena Washington, en réalité, a ouvert un nouveau et dangereux chapitre. Lorsque les détails de l'accord ont été rendus publics, les personnes impliquées dans la corruption ont non seulement fait face à des sanctions civiles, mais aussi à la menace de poursuites criminelles. Avec tout en jeu, ils ont eu recours à des tactiques plus désespérées et risquées. Michael Shen a quitté la résidence temporaire d'Helena juste après 21 heures, avec une tension palpable. Réussiront-ils à échapper à la responsabilité à travers des manœuvres légales ou affronteront-ils enfin les conséquences de leurs actes? Imaginez-vous être poursuivi par ceux qui devraient vous protéger. C'est ainsi qu'Helena vivait, séparée de chez elle, de sa vie normale, sous une surveillance constante. Alors que l'épaule de Michael était toujours hospitalisée et que Thompson restait introuvable, la plainte éthique menaçait de ruiner sa carrière. Ces actes de représailles, désespérés et dangereux, ne faisaient que confirmer ce qu'Helena avait soutenu dès le début. Le département de police du comté de Randall agissait comme s'il était au-dessus de la loi. Prêt à terroriser quiconque oserait défier leur autorité, même un juge de la Cour suprême,
Elena examinait les preuves croissantes avec son équipe de sécurité, consciente qu'ils avaient atteint le point de non-retour de la corruption. Elle se battait pour sa survie en utilisant toutes les armes à sa disposition. La seule voie était de tout exposer, quel qu'en soit le coût personnel. Il n'était pas seulement en train de esquiver. En assumant la responsabilité de ce qui lui était arrivé, il protégeait un système de pouvoir et d'exploitation qui les avait enrichis pendant des décennies, les rendant plus dangereux qu'ils n'avaient jamais compris. Le juge Washington, en entendant ces menaces croissantes, hocha gravement la tête. Il recommanda de la transférer dans une maison sécurisée fédérale jusqu'à la fin de l'enquête criminelle. Washington, qui avait occupé un poste au plus haut tribunal du pays, se retrouvait maintenant confronté à la perspective inimaginable de devoir se cacher pour. As-tu déjà ressenti que ta vie était au bord du gouffre? Elena l'a vécu en chair et en os cette nuit-là lorsque la vitre de sa porte arrière a été brisée. L'alarme de sécurité a retenti tandis qu'elle, les mains tremblantes, composait le 911 depuis sa chambre à coucher, se barricadant derrière une lourde commode. La police est arrivée en quelques minutes, mais l'intrus avait déjà disparu, laissant derrière lui un gant noir et des empreintes dans la terre du jardin. Le FBI a conseillé à Elena de déménager immédiatement dans un endroit plus sûr. Réfugiée dans un hôtel sous un faux nom et avec une protection fédérale 24 heures sur 24, la tranquillité restait un mirage. Un bruit inattendu accélérait son cœur, et les nuits devenaient un tourbillon d'insomnie et de peur. Mais l'attaque contre sa sécurité était plus que physique. Marcus Thompson, un témoin clé qui avait révélé le sombre système de quotas du département, avait disparu la nuit avant son attaque. Chaque déclaration. Son appartement était une scène de chaos, des meubles renversés, un mur brisé, et des gouttes de sang tachaient le tapis depuis une lampe tombée. Nous traitons cela comme un possible enlèvement, informa l'agent du FBI en charge. Thompson avait reçu de multiples menaces dans les jours précédant sa disparition. Durant la recherche désespérée de Thompson, Elena découvrit une réunion secrète entre le maire Jackson et le juge Parker, l'influent chef de la Cour suprême. Tous deux furent aperçus en train de dîner dans un restaurant exclusif en périphérie de Washington DC, loin des regards inquisiteurs des médias. Quel secret se cachait derrière ces murs? La vérité sur le point d'être révélée changerait tout. En abordant le président de la Cour suprême à la recherche d'une explication, sa réponse fut évasive. Il prétendit qu'il s'agissait d'un engagement social, mais Hélène ne le crut pas une seule seconde. Vous a-t-il demandé de faire pression? Questionna-t-elle. Parker hésita, et son hésitation le trahit complètement, révélant son malaise. Je l'ai mis en garde sur l'impact sur les relations exécutives et judiciaires, déclara-t-il, mais je lui ai dit que la Cour suprême ne s'immisce pas dans les affaires légales personnelles de ses membres, bien qu'une suggestion ait été faite. Hélène insista et laissa les mots flotter dans l'air. Parker, à contre-cœur, la rejeta catégoriquement. Hélène se demanda combien d'autres fonctionnaires avaient reçu des propositions similaires. Du maire, le réseau d'influence s'étendait. Au-delà de ce qu'elle avait initialement perçu. Quelques jours plus tard, Hélène reçut une notification d'une plainte éthique déposée contre elle auprès du Conseil judiciaire. La plaignante, identifiée comme une citoyenne préoccupée, alléguait que sa demande représentait un conflit d'intérêts en lien avec ses fonctions à la Cour suprême. La plainte manquait de fondements juridiques solides, mais était chargée d'insinuations sur sa compétence mentale et d'une prétendue vengeance contre les forces de l'ordre. Le moment révélait clairement la source, mais la plainte exigeait toujours une réponse formelle et une enquête. Maintenant, Hélène faisait face à la possibilité d'une censure de la part de la même institution qu'elle avait servie avec distinction. Alors qu'elle se préparait à répondre à la plainte éthique, la pression montait d'une autre direction. Mais ce qu'elle découvrit ensuite la laissa sans voix. As-tu déjà vu comment un acte de courage peut tout changer? Ce que l'officier Rodriguez révéla laissa tout le monde abasourdi. Ils avaient frappé Eleanor sans provocation, se moquant de sa position de juge, contredisant chaque aspect de l'histoire que le département avait tissé sur l'incident. La preuve révélatrice émergea lorsque Rodriguez, le jeune officier qui avait aidé secrètement Eleanor lors de son arrestation, prit une décision cruciale. Il révéla publiquement un enregistrement clandestin d'une réunion du département. Dedans, le capitaine Russell donnait des instructions aux officiers sur la façon de gérer les répercussions de l'arrestation d'Eleanor et effacer toute vidéo qui pourrait nuire à l'image du département. L'histoire est qu'elle a été combative et s'est blessée pendant les procédures de restriction standard que nous suivons tous, disait Russell dans l'enregistrement, nous sommes ensemble dans cette affaire, sinon nous tomberons tous. Rodriguez savait que sa carrière dans la police était terminée en publiant l'enregistrement, mais comme il l'a déclaré aux journalistes, je suis devenu officier pour faire respecter la loi, pas pour couvrir des crimes contre ceux que nous devons protéger. L'enregistrement, avec les images récupérées de la caméra corporelle,
a démoli le récit méticuleusement construit par le département. L'opinion publique, déjà en faveur d'Eleanor, a radicalement changé avec cette preuve irréfutable de dissimulation. Pour Eleanor, la réhabilitation est arrivée, mais à un coût dévastateur. Maintenant, elle vivait comme une fugitive de la justice qu'elle avait juré de défendre. Des documents compromettants ont été révélés, des documents que les dirigeants du département n'avaient pas réussi à obtenir. Le capitaine Russell, apparemment alerté de la descente imminente, a tenté de supprimer des fichiers de son ordinateur juste au moment où les agents ont fait irruption dans son bureau. Cette obstruction en temps réel a entraîné son arrestation immédiate pour des accusations fédérales. L'officier Miller, se rendant compte que ses anciens alliés l'abandonnaient, a tenté de fuir la juridiction des agents de la patrouille frontalière. Il fut capturé. Ils se sont arrêtés à la frontière avec le Mexique, où elle avait teint ses caractéristiques cheveux blonds en noir et voyageait sous un faux nom. Pendant que ces événements se déroulaient, Elena a reçu un soutien sans précédent de sa Cour suprême. Ses collègues du tribunal et les 8 autres juges ont signé une déclaration conjointe condamnant le traitement qu'elle avait reçu, ainsi que la campagne d'intimidation qui a suivi. La tentative de faire taire un membre de ce tribunal par des menaces de violence et de diffamation représente une attaque à l'indépendance judiciaire et à l'état de droit lui-même, affirmait la déclaration. Nous soutenons sans équivoque la juge Washington dans sa quête de justice. La compagnie d'assurance du département a porté un autre coup en informant les responsables du comté qu'elle ne couvrirait pas les dommages punitifs résultant de mauvaise conduite intentionnelle et de violation des droits civiques. Le comté faisait face à une responsabilité financière qui pourrait potentiellement le conduire au bord du précipice. Ce scandale pourrait-il tout changer? Dans une déclaration catégorique, le comportement a été qualifié de « totalement inacceptable et contraire aux valeurs de notre communauté ». Une enquête indépendante sur l'arrestation du juge Washington et la gestion ultérieure des preuves a été exigée. Elena, depuis son refuge sécurisé, a observé comment il se distançait prudemment de l'affaire. Au département, Michael, récemment sorti de l'hôpital, se déplaçait encore avec difficulté en raison de ses blessures. Ils ont été transformés en boucs émissaires. En quelques jours seulement, un groupe de citoyens a lancé une pétition pour destituer le maire Jackson, triplant ainsi le nombre de signatures nécessaires. Le pare-feu qui avait protégé le système corrompu pendant des décennies commençait à s'effondrer, a déclaré la procureure générale de l'État, Diane Lawson. Profitant de cet élan, elle a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle sur le département de police du comté de Randall. Les preuves pointent vers des possibles délits, obstruction à la justice, manipulation de preuves, intimidation de témoins et violation des droits de l'homme. Lors de sa propre conférence de presse, Lawson a déclaré que personne n'est au-dessus de la loi, surtout ceux qui ont juré de la défendre. Pendant ce temps, le FBI a intensifié ses actions et a exécuté des mandats de perquisition au siège du département de police et au bureau du maire Jackson. Mais le plus choquant était encore à venir. Jusqu'où peut aller la quête de justice? La sécurité d'Elena Washington est devenue une mesure extrême reflétant le danger écrasant auquel elle était confrontée pour un acte aussi simple, demander justice pour les Afro-Américains aux États-Unis. Les images choquantes de la caméra corporelle se sont propagées sur Internet, devenant un phénomène. En quelques heures seulement, des millions de personnes ont vu l'agent Miller agresser Elena Washington avec sa matraque, se moquer de ses titres de juge et observer le traitement déshumanisant qu'elle subissait. Il a été reçu au poste de police. La narration méticuleusement construite s'est effondrée du jour au lendemain. Les chaînes de télévision nationales diffusaient les images sans relâche, tandis que les analystes juridiques du Loop exprimaient leur colère face aux manifestations organisées par des leaders des droits civils. Dans des villes à travers le pays, le hashtag « Justice pour le juge Washington » non seulement est devenu une tendance pendant des semaines, mais a également fait fureur sur les plateformes sociales, surtout à Bakersfield. Des foules se rassemblaient devant le quartier général de la police, grossissant chaque heure, beaucoup brandissant des pancartes avec l'image d'Elena et la question incisive. Si cela arrive à un juge de la Cour suprême, que me feront-ils à moi? Le maire Jackson, connu pour son instinct politique aiguisé, a perçu le changement dans l'atmosphère et a convoqué une conférence de presse d'urgence. Debout, seul au podium, sans le soutien de la direction de la police comme auparavant, il a commencé, les images publiées hier révèlent un. Mais ce qui a été révélé ensuite a laissé tout le monde sans voix. As-tu déjà demandé ce qui se passe lorsqu'un scandale éclate dans une ville? Les membres du conseil municipal ont commencé à se distancer publiquement du maire et de la direction de la police sans avoir connaissance préalable des accusations. Pendant ce temps, les pratiques discriminatoires devenaient un murmure constant, bien que les preuves suggéraient le contraire, selon le grand jury. Invoqué par le procureur général de l'État,
des récits de policiers en activité et retraités, de fonctionnaires de la ville et de victimes furent entendus. Plusieurs officiers, risquant des poursuites, se sont portés volontaires pour témoigner contre leurs supérieurs en échange d'immunité. Parmi eux se trouvait le sergent James Peterson, qui avait 23 ans de service. Sa déclaration a révélé une réalité choquante. La persécution systématique des citoyens noirs était une politique officielle, bien que tacite, depuis des décennies. Peterson a avoué qu'on leur ordonnait de maintenir des taux élevés d'arrestation dans certains quartiers, soulignant que l'objectif était de maintenir la pression sur les soi-disant agitateurs, mais tout le monde savait à qui il faisait référence. Les officiers qui remettaient en question ces ordres étaient relégués à des quarts indésirables ou ignorés pour les promotions. Le maire Jackson, voyant sa carrière politique s'effondrer, a tenté un dernier mouvement désespéré. Il s'est approché des fonctionnaires de l'État en promettant d'impliquer le capitaine Russell et d'autres dirigeants de la police, en échange d'immunité. Mais ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les attentes. Michael était en train de sacrifier tout le monde pour se protéger, a commenté Elela Nena lorsque la nouvelle de l'offre a fuité. C'est toujours la même chose, a-t-elle répondu. Les puissants pensent toujours pouvoir négocier pour éviter les conséquences. Cependant, le procureur général a rejeté la proposition de Jackson, car il avait déjà suffisamment de preuves contre tous les impliqués. La réclamation personnelle d'Elela Nena est arrivée lorsque Marcus Thompson, le témoin disparu, a été retrouvé vivant après avoir disparu suite à une attaque de 2 officiers. Il l'avait averti que ceux qui parlent trop ont des accidents. Terrifié, il s'était réfugié chez son cousin dans le Nevada sans en informer personne. Maintenant, il est en sécurité sous la garde du FBI. Thompson a fourni un témoignage décisif sur le système de quotas du département et les incitations financières à attaquer les quartiers minoritaires. Mais ce qui était le plus accablant est apparu lorsque les enquêteurs ont découvert des communications chiffrées entre le maire Jackson, le capitaine Russell et le juge Harrison, remontant à plusieurs années. Les messages détaillaient leurs efforts coordonnés pour protéger les officiers accusés de mauvaise conduite, en particulier contre les citoyens noirs. « Assure-toi que cette plainte me soit attribuée, disait un message de Harrison à Jackson concernant un cas de brutalité, je le gérerai comme les autres. Un autre échange abordait explicitement le programme de confiscation des actifs. Considéré comme un schéma pour générer des revenus, ces saisies finançaient tout, des heures supplémentaires aux initiatives communautaires du maire. Russell avait écrit « Nous devons maintenir les chiffres. » À chaque nouvelle révélation, l'indignation publique augmentait et les organisations de défense des droits civiques réclamaient des mesures fédérales. Sous le regard attentif des juristes, la supervision du département était analysée comme un possible jalon dans l'établissement de nouvelles normes de responsabilité policière. Eleanor observait depuis son refuge sécurisé comment le système corrompu s'effondrait. La réclamation était aigre-douce. La justice qu'elle avait recherchée se concrétisait, mais à un prix énorme pour son bien-être personnel. Elle avait souffert de stress et de traumatisme, et son sentiment de sécurité, autrefois tenu pour acquis, avait été altéré pour toujours. Ça en valait la peine ? Demanda Michael un soir alors qu'il passait en revue les événements récents qu'Eleanor considérait. Question soigneusement formulée à des centaines de personnes ayant subi la même chose sans plateforme ni ressources pour se défendre, demande aux jeunes que j'ai vus battus dans cette cellule pour avoir demandé ses droits, demande à Marcus Thompson, qui a risqué sa vie pour révéler la vérité. Elle fit une pause. Oui, ça en valait la peine, mais la lutte n'était pas terminée. En fait, même alors que les enquêtes criminelles avançaient, Eleanor savait que la bataille la plus cruciale restait à venir. Saviez-vous que dans le comté, les conducteurs afro-américains ont 7 fois plus de chances d'être arrêtés que les conducteurs blancs, et 12 fois plus de chances d'être fouillés une fois arrêtés, même si la contrebande est moins fréquente chez eux? Ce schéma alarmant n'a pas d'autre explication que la race. Le Dr Morrison a conclu que les statistiques révèlent une clair ciblage des citoyens noirs dans toutes les mesures policières mesurables, les plus préjudiciables. Le témoignage venait du propre département, où plusieurs officiers s'étaient vus accorder l'immunité par le procureur général. Le général a témoigné sur les quotas et les directives explicites pour concentrer les efforts d'application de la loi dans les quartiers majoritairement noirs. L'officier Rodriguez a détaillé les efforts de dissimulation du département, diffusant un enregistrement du capitaine Russell donnant des instructions pour éliminer les preuves et coordonner les récits sur l'arrestation d'Elela Nena. Pendant le procès, la stratégie de la défense a oscillé entre le déni et la diversion, incapable de contester la montagne croissante de preuves. Ils ont tenté de présenter les abus documentés comme des actions isolées de quelques brebis galeuses, plutôt que comme une politique systématique. Lorsque l'officier Miller est monté à la barre, la salle d'audience est tombée dans un profond silence. L'arrogance du jour de l'arrestation d'Elela Nena avait disparu,
mais ce qu'il a révélé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Avec un regard imperturbable cachant l'ampleur de ce qui se jouait, Michael prit place à ses côtés, toujours portant un collier cervical après son accident. Son équipe juridique s'était renforcée, comptant désormais des avocats du Fonds national de défense légale des droits civiques, ainsi que plusieurs cabinets renommés travaillant pro bono. Les salles supplémentaires étaient bondées. En revanche, la défense était également pleine d'avocats représentant la police, le maire Jackson, le juge Harrison et l'entreprise de prison privée. Les accusés, cependant, brillaient par leur absence, à l'exception de l'officier Miller, qui devait se présenter en tant que partie impliquée. Le juge Rodriguez appela au silence, son maillet faisant taire le murmure de la galerie remplie de médias nationaux. Les artistes de croquis au dernier rang immortalisaient la scène, car les caméras étaient interdites. Ce procès traite de graves accusations de violation systématique des droits civils, rappela Rodriguez, soulignant que les procédures se dérouleraient avec le décorum exigé par ce tribunal. Le témoignage d'Elena Nena, qui dura 3 heures, ouvrit le procès. Elle raconta son expérience avec une précision déchirante, l'arrêt de circulation injustifié, l'escalade de l'agressivité de l'officier Miller, le coup de matraque qui l'a laissé ensanglanter et l'humiliation subie au poste de police malgré son identification. Même moi, en tant que juge fédéral, j'ai été l'objet de moqueries et on m'a refusé des soins médicaux. Mais ce qu'elle révéla ensuite laissa tout le monde sans voix. Le destin de l'accord était en suspens, le département avait fait appel en alléguant que la preuve de discrimination systématique avait été admise de manière inappropriée. L'appel avançait à toute vitesse en raison de la grande importance de l'affaire, et les arguments étaient. Les audiences étaient programmées devant la Cour d'appel fédérale. La stratégie du département était claire. Retarder la mise en œuvre des réformes tout en essayant de démanteler complètement l'accord. Michael travaillait sans relâche avec son équipe juridique, conscient que les changements structurels pour lesquels il avait lutté étaient en jeu. Il savait que bien que les procédures pénales puissent punir des individus, seule la défense de l'accord transformerait l'ensemble du système. Alors que la date de l'appel approchait, une nouvelle inattendue surprit Eleanor. La Cour suprême avait décidé de réexaminer un cas lié à un comportement répréhensible de la police. La situation était critique. Si l'affaire du comté de Randall parvenait devant la Cour suprême, Eleanor se retrouverait face à un dilemme sans précédent en devant se récuser d'une affaire touchant directement son expérience personnelle. On s'attendait à ce que la Cour se montre plus conservatrice concernant l'immunité policière sans son vote. Michael remarqua qu'Eleanor acquiesça gravement, mais déclara fermement « Ils ont peut-être raison, mais ils ont sous-estimé l'engagement de mes collègues envers les principes constitutionnels. » Mais ce qui se passa ensuite changerait le cours de tout. Eleanor, avec son équipe, fit preuve de gestes silencieux mais puissants de résistance. À l'extérieur du tribunal, Eleanor s'adressa aux médias et aux sympathisants rassemblés. Le verdict d'aujourd'hui n'est pas une victoire personnelle, déclara-t-elle, mais une exigence de responsabilité. Responsabilité pour un système qui a opéré en toute impunité pendant des générations. Ce cas n'a jamais été juste une simple arrestation de la circulation ou un mauvais comportement d'un agent. Il s'agissait de démanteler une structure d'oppression qui a semé la peur dans les communautés de couleur de ce comté pendant des décennies. L'équipe juridique d'Eleanor a reçu la notification que le département avait déjà déposé un appel devant la cour d'appel, contestant le verdict pour des raisons techniques. La bataille n'était pas terminée. Mais le plus frappant s'est produit quelques jours plus tard, lorsque des preuves de schémas similaires d'abus ont émergé dans 3 comtés voisins. Les enquêtes ont révélé des liens entre les départements suggérant que les pratiques discriminatoires s'étendaient au-delà des frontières du comté de Randall. Les accusations pénales après le verdict civil ont touché des personnalités telles que le capitaine Russell, le maire Jackson, le juge Harrison et plusieurs autres fonctionnaires. Ils ont fait face à des accusations fédérales, y compris conspiration contre les droits, obstruction de la justice et crime organisé. De plus, l'agent Miller a accepté un accord de plaidoyer et a accepté de témoigner contre la direction du département en échange d'une peine réduite. Eleanor avait remporté une victoire monumentale, mais elle savait que le véritable changement ne faisait que commencer. Ils m'ont traité avec mépris, sa voix résonnait avec fermeté. Mon statut juridique a finalement abouti à ma libération, mais tout au long de mon procès, j'ai ressenti l'hostilité et l'injustice du système. En détention, j'ai vu d'autres personnes de couleur subir un traitement tout aussi brutal, voire pire, sans avoir le privilège de ma position pour les protéger. Le témoignage d'Elena a ouvert la voie à une série de témoins partageant des récits étonnamment similaires. Des expériences couvrant des décennies, a décrit une enseignante à la retraite de 70 ans, tandis qu'un homme de 35 ans a été traîné hors de son véhicule lors d'un contrôle routinier. Un entrepreneur a raconté comment on lui a confisqué son argent liquide lors d'un contrôle sans jamais l'accuser d'aucun délit.
Un étudiant universitaire de 19 ans a raconté qu'on l'avait tenu en joue lorsqu'il a tenté d'atteindre son enregistrement, comme on le lui avait indiqué quotidiennement. Chaque histoire s'ajoutait à la précédente, créant un portrait dévastateur des abus systématiques ciblant spécifiquement la communauté noire. Les avocats de la défense ont objecté à plusieurs reprises, arguant que ces incidents étaient des cas isolés et n'étaient pas liés, mais le juge Rodriguez a permis que le témoignage se poursuive, le considérant comme essentiel pour établir un schéma et une pratique experte. Les témoins ont fourni une analyse statistique mettant en évidence les disparités raciales dans les arrestations, les fouilles et les procédures de circulation. Le Dr James Morrison, criminologue, a témoigné sur les cas d'utilisation excessive de la force dans le comté de Randall. Mais ce qu'il a révélé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Une femme peut-elle, considérée comme folle par beaucoup pour avoir changé le cap de la justice? L'affaire d'Elelanena Washington a pris un tournant inattendu, transformant le département qui l'avait humilié en épicentre d'un scandale criminel. La condamnation et la ruine financière des fonctionnaires qui ont autrefois protégé un système corrompu les confrontent désormais dans une lutte désespérée pour se sauver eux-mêmes et pour sauver Elelanena, qu'ils avaient autrefois rejetée. La cellule de détention est devenue le noyau d'un règlement de compte national sur la responsabilité policière. Alors qu'elle se préparait pour la prochaine étape de la bataille judiciaire, Elelanena a reçu une nouvelle choquante. L'officier Rodriguez, qui a sacrifié sa carrière pour révéler la dissimulation du département, avait été contacté par des policiers de tout le pays. Il voulait qu'il parle de l'éthique policière et de la valeur de défier la corruption. Elelanena a confié à Michael, la justice arrive de manière inattendue. Le tribunal du district fédéral à Sacramento était entouré de barricades, la rue était bondée de manifestants tenant des pancartes de soutien aux deux camps, Elelanena Washington et le département de police. Le recours collectif contre le département de police du comté de Randall est passé d'être un simple cas juridique à devenir un référendum national sur la responsabilité policière et la discrimination raciale. Dans une salle d'audience débordante de tension, Elelanena était assise avec une posture impeccable. Le bureau du demandeur, tandis que le juge. Pouvez-vous imaginer un verdict si puissant qu'il change le cours de la justice? C'est ce qui s'est passé après 3 semaines de témoignages intenses. L'affaire a été soumise au jury, qui a délibéré pendant seulement 3 heures avant de revenir avec son verdict. Un délai presque inouï pour un tribunal d'une telle envergure. Dans une affaire aussi complexe, ils ont statué en faveur des demandeurs sur tous les aspects. La porte-parole du jury a annoncé qu'une somme de 18 millions de dollars avait été accordée en dommages compensatoires aux membres de la classe et une somme stupéfiante de 157 millions de dollars en dommages punitifs contre le département, la mairie et l'entreprise pénitentiaire privée. Mais ce qui a suivi était encore plus stupéfiant. Au-delà de l'importante attribution financière, le verdict a automatiquement déclenché toutes les réformes structurelles stipulées dans l'accord de conciliation. Cela comprenait le traitement indépendant des cas de mauvaise conduite policière, l'abolition du système de quotas, la dissolution du programme de saisie d'actifs, la résiliation du contrat avec Clearwater Correction et la création d'un conseil de surveillance civile doté d'un réel pouvoir d'exécution. Le juge Rodriguez a pris la mesure sans précédent d'ordonner la surveillance fédérale du département pour une période minimale de 5 ans. Les preuves présentées démontraient un schéma évident et prolongé de violations constitutionnelles si répandu qu'il nécessitait une surveillance externe pour garantir. Le tribunal a rendu son verdict, une décision étonnante de 7 voix contre 1, confirmant principalement le jugement du tribunal inférieur et du chef des ressources. Le juge Parker, écrivant pour la majorité, a fait référence aux preuves accablantes et irréfutables de violations systématiques des droits constitutionnels des citoyens pour des raisons raciales. Lorsque les autorités locales montrent un tel échec profond et généralisé à protéger ces droits, a écrit Parker, les tribunaux fédéraux ont non seulement l'autorité, mais aussi l'obligation de mettre en œuvre des mesures adéquates pour remédier à ces infractions. Mais ce qui a le plus marqué, c'est la dissidence solitaire, qui portait exclusivement sur l'étendue des solutions, arguant que certaines réformes structurelles dépassaient l'autorité judiciaire. La décision a immédiatement été saluée comme un jugement historique qui renforcerait les protections des droits civils à l'échelle nationale. Les universitaires ont souligné que le tribunal avait établi une nouvelle norme plus robuste pour lutter contre les abus policiers systématiques. Pour Elelanena, la victoire était à la fois professionnelle et profondément personnelle. La réforme pour laquelle elle avait lutté pendant des années était enfin une réalité. Il avait lutté et maintenant son implémentation ne se limiterait pas au comté de Randall, mais servirait de modèle pour affronter des abus similaires à travers le pays. Le département avait subi une réorganisation complète sous supervision fédérale et... As-tu déjà été sur la fine ligne entre un silence confortable et une action urgente qui défie le quotidien?
C'est la tension qui retient Anna et Louise dans leur petit appartement au cœur de la ville. Mais ce qu'ils ont découvert par la suite les a laissés sans voix. Que pouvait bien cacher l'officier Elena? Ses yeux, agités comme une souris dans un piège, parcouraient la salle d'audience. Sous la pression incisive des avocats d'Elena Miller, son témoignage commençait à vaciller. Au début, il prétendait avoir suivi les protocoles lors de l'arrestation, mais quand on lui a montré les images de la caméra corporelle, il a hésité. Ce n'est pas ça, bafouilla-t-il, essayant de justifier l'injustifiable. Les images le montraient clairement frappant violemment un homme désarmé et une femme de 78 ans avec sa matraque. Quel contexte pourrait justifier une telle brutalité? L'avocat a insisté, mais Miller est resté silencieux alors que les questions le coinçaient. Sa défense s'est effondrée quand on l'a confronté sur les politiques de ciblage qu'il avait enfreintes. On nous a dit que certains quartiers nécessitaient une surveillance accrue, a-t-il avoué. Le message sur quel quartier était concerné était clair. La déclaration du maire Jack. La traduction en français du fragment de scénario est la suivante. C'était tout aussi dévastateur. Dans une tentative désespérée pour se sauver, la défense s'est accrochée au 5e amendement, laissant une impression accablante sur le jury. Lorsqu'on lui a demandé sa connexion avec l'officier Miller, Jackson a choisi le silence. Et lorsqu'on l'a interrogé sur ses communications avec le juge Harrison concernant les affaires de mauvaise conduite policière, il a de nouveau invoqué sa protection constitutionnelle. Mais que cachait-il derrière ce silence impénétrable? Un juge peut-il être témoin du procès le plus crucial de sa carrière depuis le public et non depuis le banc? Elena Washington, une juge associée distinguée, était sur le point de le découvrir. Alors qu'elle célébrait une victoire apparente en tant que demanderesse en quête de justice, elle a reçu la nouvelle choquante que la Cour suprême des États-Unis avait décidé d'entendre l'appel du département en urgence. Ce tribunal, le plus haut du pays, déterminerait désormais si les réformes historiques resteraient en vigueur. Ce qu'Elena ne pouvait prévoir, c'est qu'elle serait contrainte de se récuser de l'affaire, un mouvement qui pourrait définir si son destin se répéterait ailleurs. La bataille finale se jouerait dans la même institution à laquelle elle avait consacré sa vie, mais cette fois-ci sans son influence directe. Les salles de la Cour suprême, si familières et pourtant étrangères, l'accueilleraient non pas en tant que juge, mais en tant que spectatrice intéressée. Pour la première fois de sa carrière judiciaire, Elena occuperait un siège dans l'AG. Valeria, observant un cas que implicava LC ou Propinon, Randall contra Washington. La Corte avia reconnu la transcendencia nacional del CAI avia decidi accelerarlo. L'appellatio del departam girava al voltant de complexos arguments techniques sobre la certificació de classe I l'aba dels recursos ordena pel tribunal inferior. La recusatio d'Elena va ser automatica i inévitable, cap jute podia decidir sobre un cas en el que l'estigue personalment implica. Iexi, la seva absencia al tribunal afegiria una capa d'incerteza al desti de les reformes. La resolució del cas marcaria un hito en la historia judicial, y Elena, des de la distancia, esperaria el veredicte final, conscient que el desenliach podria canviar auto. Tacha es preguntame com seria enfrontar-se a una decisio que podria canviar auto? Michael Schuxizaja, sentin el pes del moment, mentor espereven que els judgentraren, amb un air d'autorita. Elena, espantada, observa com els seus vuicol le gingres aven y prenien zaient. Alguna cosa profunde va remor en el seu interior. Durant anis, havia occupé una posició de poder, pero ara cada un dels seus moviments estaria sota l'escrutini implacable d'aquels juges. Avant luita arduament els ultims mesos, i els seus futurs dependien de la décision que sorgis dels arguments orals. Amb la précision méticulosa que caractéritza els procédiments de la Corte Suprema, els advocats del departam. Ils ont exposé que la certification de classe avait été trop étendue et que les sanctions financières étaient excessives. Ils ont argumenté que les réformes nécessaires dépassaient l'autorité du tribunal, suggérant que le tribunal de district avait pratiquement usurpé le contrôle de l'application de la loi locale, évinçant les fonctionnaires élus du conseil du département. Cette action, ont-ils affirmé, représentait une dangereuse intrusion de l'autorité judiciaire dans les fonctions exécutives qu'Elena devait remplir. Cependant, leur équipe soutenait que la nature systématique des violations exigeait des réponses tout aussi globales. Lorsque les violations constitutionnelles sont imbriquées dans la structure d'une institution, les solutions doivent être radicales et transformantes. L'avocat a plaidé que les ressources du tribunal de district sont. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Face à une salle remplie de tensions et d'attentes,
Elena observait les expressions et les questions de ses collègues, scrutant leurs intentions cachées. Les juges conservateurs étaient préoccupés par les excès judiciaires, tandis que l'aile libérale se concentrait sur la justice sociale. Avec l'écrasante preuve de violation constitutionnelle, le président de la Cour suprême, Parker, qui avait fait face à des pressions monumentales, écoutait attentivement. Elena, soutenue en secret tout au long de son angoissante traversée, posait une question. Ses remarques incisives à l'égard des deux parties alors que le destin de l'affaire était en suspens. Son vote avait le potentiel de tout changer, surtout si le schéma de violation dénoncé par la Chambre des représentants était confirmé. Parker interrogea l'avocat du département. Quelle solution proposeriez-vous pour faire face à cette discrimination systématique de manière efficace? L'avocat, visiblement tendu, s'efforçait de fournir une réponse solide, suggérant des améliorations dans la formation et les processus internes qui avaient échoué pendant des décennies. Après la conclusion des arguments, Elena sortit du tribunal entourée de sympathisants, mais avec une incertitude qui la consumait. Les 7 semaines suivantes furent un calvaire d'attente. Le pays entier semblait retenir son souffle, conscient que la décision du tribunal pourrait établir un précédent crucial pour les affaires futures de responsabilité policière. Par une fraîche matinée de mars, le dénouement était sur le point de se révéler. As-tu déjà imaginé ce qui se passe lorsque tout un système injuste s'effondre complètement? Le programme de confiscation des biens, qui fonctionnait auparavant sans restriction, a été démantelé et réformé, exigeant désormais des condamnations pénales avant la saisie des biens. Le contrat avec Clearwater Correction a été révoqué de manière définitive, et le centre de détention du comté est revenu sous le contrôle public, laissant place à un puissant conseil de surveillance civile. Ce conseil, doté d'une véritable autorité, enquête sur les mauvaises conduites. Elle supervise les actions des agents et recommande des poursuites pénales lorsque c'est nécessaire. Reflétant la diversité de la communauté, sa présence s'est fait ressentir. Elena a lancé l'initiative de justice de Washington, une fondation offrant une assistance juridique aux victimes d'abus policiers qui n'ont pas les ressources pour mener ce combat. Financée en partie par l'accord de la fondation, l'initiative s'est rapidement étendue à plusieurs États. L'agent Miller a purgé 18 mois dans une prison fédérale pour violation des droits civils. À sa sortie, il a pris un tournant surprenant. Il a commencé à partager son expérience avec d'autres policiers, utilisant son histoire comme mise en garde contre la corruption du racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Après l'une de ses présentations, il a demandé une rencontre avec Eleanor. Bien qu'elle ait d'abord hésité, elle a finalement accepté de le voir. Leur rencontre a été brève, mais significative. Miller s'est sincèrement excusé pour ses actions et pour sa participation à la campagne de harcèlement, un système qui lui avait appris à voir certaines personnes de manière déformée. Mais ce qu'Eleanor n'attendait pas, c'était l'impact que ces paroles auraient sur elle. As-tu déjà été témoin d'un changement qui redéfinit la justice? Lors d'une visite cruciale, Eleanor a observé quelque chose qui l'a profondément émue. Une vieille femme afro-américaine avait été arrêtée pour une infraction mineure au code de la route. L'agent s'est approché avec respect, lui expliquant la raison de son arrestation tout en la traitant avec dignité à tout moment. Dans cette interaction, il n'y avait ni supposition ni menace, juste une courtoisie sincère. Cette brève rencontre a encapsulé entièrement la lutte d'Eleanor, garantir que chaque citoyen soit traité avec le même respect devant la loi, quelle que soit sa race ou son âge. En terminant sa visite, Eleanor fit un dernier arrêt au cimetière d'Oakwood. Là, devant la tombe de Thomas, elle déposa des roses fraîches, comme elle l'avait fait le jour de son arrestation tragique. Nous avons finalement fait bouger l'aiguille, Thomas, murmura-t-elle avec émotion. Pas assez, mais son cas n'a pas éradiqué le racisme ni les abus policiers aux États-Unis. Aucun cas à lui seul ne pourrait y parvenir, mais il a établi une responsabilité significative, posant des précédents juridiques puissants et montrant que les problèmes systémiques nécessitent des solutions systémiques. Pour Eleanor Washington, le coût personnel avait été immense. La sécurité sanitaire et la paix mentale avaient été sacrifiées dans sa lutte. Mais l'impact perdurera. L'autorité, lorsqu'elle n'est pas soumise à reddition de comptes, se corrompt inévitablement, peu importe qui l'exerce. La leçon est claire. Personne n'est à l'abri de l'injustice dans un système rongé par la discrimination. Cependant, un individu déterminé, refusant d'être réduit au silence, peut déclencher des vagues de transformation au-delà de sa propre expérience, courbant la longue trajectoire de l'histoire vers la justice. Quel système d'injustice persiste dans ta communauté et nécessite quelqu'un avec le courage de se lever? As-tu déjà été confronté à des défis suffisamment grands pour te pousser à les affronter? As-tu déjà été témoin de discrimination et es-tu resté silencieux, ou as-tu trouvé le courage de prendre la parole?
Partage tes expériences ou réflexions sur la manière dont le combat d'Elena Nena résonne avec les problèmes actuels. Si tu crois au pouvoir d'une personne pour provoquer des changements durables, appuie sur le bouton « J'aime » pour soutenir le juge Washington. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir davantage d'histoires marquantes qui éclairent la lutte continue pour l'égalité et la justice aux États-Unis. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que se battre pour ce qui est juste en vaut toujours la peine, peu importe le coût. Merci de nous accompagner dans ce voyage à travers l'extraordinaire histoire d'Elena Nena Washington. Espérons que nous puissions tous trouver ne serait-ce qu'une fraction de son courage face aux décisions difficiles. Est-ce qu'une seule expérience peut changer le cours de la justice? Elena Nena l'a vécu de plein fouet et son histoire est un témoignage de transformation et d'espoir. Après avoir affronté le système judiciaire des deux côtés, elle est revenue à la Cour suprême avec une perspective renouvelée et puissante. Forte de cette nouvelle compréhension, elle s'est engagée à s'assurer que d'autres officiers ne suivent pas la même voie erronée. La justice ne se résume pas uniquement à la punition, c'est un outil de transformation. Ce qui importe maintenant, c'est comment tu utilises cette connaissance pour changer l'avenir. Le retour d'Elena Nena à la Cour suprême a été un jalon. Avec sa vision renouvelée, elle a rédigé des lois. Opinions qui ont renforcé les protections contre les enregistrements et les saisies arbitraires, ont limité l'immunité des officiers violant clairement les droits établis et ont accru la responsabilité des pratiques abusives du pouvoir à travers tout le pays. L'affaire Washington contre la police du comté de Randall a été intégrée au programme obligatoire, devenant un pilier de l'éducation sur les droits civils pour les générations futures d'avocats et de juges. Cette leçon cruciale a souligné l'importance de chercher des solutions systémiques à des problèmes systémiques. 5 ans après le début de son expérience difficile, Eleanor Washington a visité Bakersfield pour voir de ses propres yeux les changements accomplis. Sous un nouveau leadership, le département de police s'était transformé en un modèle à suivre pour tout le pays. Mais ce qu'elle a découvert ensuite l'a laissé sans voix. La bataille. Des années plus tard, lorsqu'on lui a demandé si elle referait tout cela, sa réponse n'a jamais vacillé. La justice n'est pas seulement un concept théorique, c'est une mission vitale. De loin, on l'admirait, et elle affirmait qu'il est parfois nécessaire de lutter avec patience, même si cela fait mal. Parfois, il faut risquer le tout, mais toujours cela vaut la peine de se battre. La vieille femme qui a été arrêtée par un policier raciste a transformé un acte de discrimination en un mouvement puissant. Eleanor Washington n'a pas écrit son opinion juridique la plus transcendante depuis le tribunal, mais depuis le creuset de son expérience personnelle. C'était dans un procès qui façonnerait la justice américaine pour les décennies à venir. Le voyage extraordinaire d'Eleanor Washington nous enseigne que la justice exige plus que de simples principes légaux. Elle exige courage et sacrifice personnel lorsque les systèmes oppressifs prennent racine. Ces systèmes ne cèdent pas facilement et répondent souvent par des représailles de plus en plus intenses contre ceux qui les défient. Le véritable changement ne vient pas de l'acceptation de réformes superficielles, mais du démantèlement de toute la structure oppressive. Son cas d'injustice nous rappelle que le racisme ne se limite pas à des actes individuels de préjugés, mais à des structures systématiques qui les encouragent et les protègent. La juge Washington aurait pu accepter un accord silencieux pour son propre bénéfice, mais elle a choisi de se battre pour tous. Sans sa position et ses privilèges, son histoire nous montre que la vraie justice est un acte de courage partagé. Mais ce qu'elle a accompli, ce n'était que le début.